Et du coup, vous me connaissez, moi c'est Stevie et donc je suis lead, product, designer. J'ai pu travailler pour des, grands comptes internationaux, que ce soit, pour les Émirats arabes unis, sur les marchés, américains, asiatiques, et Europe, de l'Ouest. Donc, pour que ce soit du bancaire, de la mobilité, des télécoms, et plein d'autres, sujets aussi un peu de restauration. J'ai quelques convictions, personnelles, notamment autour de la co-construction. Et que, ben, aujourd'hui, un produit, ça appartient pas qu'un seul métier. On a tendance à croire et à assimiler que les produits, ils appartiennent aux designers, mais non, c'est vraiment c'est l'association d'expertise, qui fait qu'un produit, est réussi et notamment, bah, toutes ces phases d'idéation, de réflexion ou même de pairing sont vraiment, essentielles et importantes, dans les projets. Et bah, finalement, on va en parler beaucoup. C'est un équilibre entre les métiers, à trouver qui peut être un facteur, de réussite. On parle beaucoup de KPI et peut-être qu'un des équilibres, l'équilibre d'un métier et d'une équipe, est à trouver. Et parallèlement à ça, d'un point de vue de designer, je pense qu'on va parler de product designer et aujourd'hui un designer, peu importe, qui il est, et quelles sont ses appétences, il doit, connaître et savoir parler, de son produit parce que c'est nous les porte-parole de nos utilisateurs. On est le garant de leurs besoins, tout en prenant en considération le contexte de notre produit ou de nos clients en fonction de la posture, dans laquelle, on est. Donc si on doit faire une rétrospective, moi j'ai commencé en 2011. En 2011, Diams sortait encore des albums, la Wii U venait de sortir et les MFAO étaient, au top, des charts et surtout, bah, j'avais un CV, très moche comme on peut le voir, en bas, à droite. J'étais, étudiant en art graphique et je cherchais, une alternance. Le design, ça ressemblait, à ça, pour info. Donc, on avait les iPod Touch, les iPods, et beaucoup d'ombres portées, pas très, sexy, si je puis dire. Mais bon, pour l'époque, c'était très bien. Et moi, je travaillais du coup dans une équipe de design au sein de la Société Générale en alternance. J'étais en alternance, bah, du coup, à l'école du multimédia pour un diplôme de direction artistique. Et j'étais en tant que web designer, junior intégré dans une équipe, mais que de designers. C'est-à-dire que, bah, au quotidien, j'échangeais uniquement, avec des DA, des designers et quelquefois avec, ma chef de studio, Anne, qui était plus orientée marketing. Mais j'étais vraiment dans une équipe, dite, isolée. Et pourquoi dite isolée? Parce qu'à cette époque, on travaillait, en cycle en V. Donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais je vais, le dire selon mes propos. D'ailleurs, mes propos aujourd'hui n'engagent, que moi, ce sont mes opinions. Le cycle en V, en fait, c'était une technique, mise au point dans les années, 80 où finalement, pour, être, plutôt clair, tu avais, un brief que les équipes, se passaient les unes à une, les unes après les autres, on se passait, le brief. On n'échangeait pas forcément autour de ce brief-là, c'est juste chaque équipe faisait sa partie du boulot jusqu'à l'implémentation du produit. Le produit était en ligne et une fois que le produit était en ligne et ben là, on faisait les vérifications et les validations. C'est là qu'on s'apercevait, est-ce que le produit, finalement, il était compris par les utilisateurs? On n'a pas cette phase de, bah, de cercle et d'agilité qu'on connaît aujourd'hui. Non, avant, le cycle en V, c'était pas comme ça, c'est chacun faisait sa partie du boulot. Le boulot était mis sur le marché et après on voyait, bah, les résultats, si le site était, jugé bon, en termes d'usage ou non par les utilisateurs. Et finalement, pour moi, ce cycle en V en tant que designer, je ne l'ai pas forcément, bien vécu parce que j'étais très éloigné finalement, bah, des utilisateurs, et j'étais plutôt exécutant. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai vécu, cette méthodologie-là et je sais que cette méthodologie-là est encore utilisée pour, pas mal, de clients, parce que là je parle de clients, mais en tant que designer, c'est pas une des méthodologies, avec lesquelles je vais prendre, le plus, de plaisir et également quand on parle d'équilibre de projet, quand des équipes n'interagissent pas, ensemble, l'équilibre du projet n'est pas forcément très bon, selon moi. Aujourd'hui, en 2022, je vais prendre, un exemple, qui va parler à beaucoup de gens, mais SNCF Connect, où finalement, bah, je travaille avec, des métiers comme des product owners ou chefs de projet, des lead développeurs, des lead design system, d'autres designers, des product managers. On en parlait, il y a des ateliers qui vont avoir lieu cet après-midi. Je travaille avec des référents accessibilité et également avec, des business managers. Donc finalement,
Comparé il y a 10 ans, donc ça me vieillit un petit peu maintenant, bah, je travaille avec beaucoup plus de métiers différents et l'équilibre au niveau, bah, des projets, est beaucoup mieux, encore une fois, selon moi. Et comment on fait ça? On applique, les méthodologies, agiles. Il existe plein de méthodologies, agiles. Il y a les Scrum, il y a les Safe. Si on devait résumer la méthodo agile, c'est un peu comme le double diamant, le cercle en design, les 2 diamants pardon, en design thinking. On va commencer par, analyser un besoin, itérer dessus, faire des phases, de réflexion, de recherche. On va commencer à concevoir des phases qu'on va tester, avec bien sûr les problématiques de est-ce que c'est implémentable ou pas avec, nos amis développeurs. Voir aussi est-ce que ça correspond à la stratégie d'un produit. On va lancer le produit en test, on va voir ce que ça donne et finalement à chaque fois qu'on va, avoir un souci, on va recommencer et recommencer et recommencer jusqu'à temps que ça soit compris et utilisable pour nos utilisateurs. Notamment sur les périmètres applicatifs, quand vous voyez des, mises à jour, c'est pas un hasard, c'est tout simplement parce que derrière, il y a des équipes, qui travaillent, souvent en mode, agile pour, bah, répondre à vos besoins. Quand vous avez des bugs, bah, il y a des développeurs qui vont répondre aux bugs. Quand vous avez besoin de nouvelles fonctionnalités, il y a toute une équipe qui va réfléchir à implémenter et à tester ces fonctionnalités-là et ça, c'est plutôt dans les méthodologies agiles, qu'on peut voir ça, plus qu'en cycle en V, encore une fois, selon moi. Finalement, ce qu'on peut retenir de cette introduction, c'est que selon moi, en 10 ans, la vision de notre métier à nous, designers, elle a énormément évolué. Bien souvent, on nous considère un peu comme des petits rigolos qui font du coloriage. Aujourd'hui, dans certaines grandes institutions, le design a une très forte valeur ajoutée. Il y a eu la conception orientée utilisateur qui est arrivée en France. C'était développé dans d'autres pays, mais pas forcément, dans le nôtre. Il y a eu cette culture produit et agilité qui est arrivée également et qui s'est beaucoup développée et finalement, c'est les métiers, bah, digitaux. Au fur et à mesure, bah, déjà, ils se sont créés, mais surtout, on s'est au fur et à mesure, rapprochés. Là où avant, chaque équipe était dans son coin. Maintenant, dans mon quotidien, je travaille avec des développeurs, je travaille avec des PO, heu, tous les jours. C'est une chose que je ne faisais pas, il y a 10 ans. Donc au programme du jour, on va parler de product design parce que, finalement, c'est un nouveau métier je tenais à préciser, ce que c'était et ce que c'était pas. On va parler d'organisation du design. On va faire une rétrospective des années 2010 à nos jours. Bah, les équipes du produit, comment elles ont évolué et on va essayer de se projeter, dans l'avenir. Et pour ceux qui ne le savent pas, au-delà de mes activités, je fais partie à l'école multimédia, j'entends. Je fais partie d'une communauté, de designers, à peu près 100 experts. On fait des événements, notamment, c'est des événements ouverts à tous. On va faire des conférences autour du design system, de la facilitation. On a déjà communiqué, avec, Figma France. Bon, ils ont fait une grosse soirée il y a, quelque temps, je sais pas si sur les réseaux, mais on a déjà fait des partenariats avec eux lors de nos meet-up. On discute de tout ce qui est accessibilité et prochainement aussi, l'année prochaine, on va faire un gros meet-up autour de la place de la femme dans le monde, du design et bah, le prochain événement, ce sera le 29 septembre. On va parler du X-Writing. C'est pas le sujet du jour, mais voilà, c'est des événements ouverts à tous. Donc si jamais le 29 septembre, vous voulez, venir, c'est avec grand plaisir, que vous pourrez participer, parler du X-Writing, où et comment faire marcher l'expérience utilisateur, avec, des mots. Voilà, c'est des événements, hyper intéressants, donc n'hésitez pas. Donc Pierre et Quentin l'ont dit, mais donc il y a un dispositif spécial aujourd'hui, vous êtes, sur Twitch, donc n'hésitez pas à poser, vos questions tout au long de la conférence, moi j'essaierai, d'y répondre. Le but, c'est que vous preniez du plaisir, que moi, tous ensemble on prenne, du plaisir. Attention, aujourd'hui tout ce que je vais dire, bah, en fait, c'est mon avis, à moi, c'est des conseils à prendre ou à laisser et surtout en tant que designer, on a tous des visions différentes, de nos métiers. On va parler de méthodologie. Il y a des méthodologies que j'utilise, d'autres que j'utilise pas, donc aujourd'hui, c'est vraiment mon opinion, à prendre, ou à laisser et la propriété intellectuelle, donc je me suis basé sur mes connaissances, mais également sur des ressources, externes, voilà, c'est important de le préciser. Est-ce qu'il y a déjà des questions où je peux continuer? Aucune question n'est remontée pour l'instant, mais il y a un petit décalage sur Twitch. Il y a un petit décalage sur Twitch. OK. Alors
Je vais essayer de faire défiler les slides, moins vite, du coup. Donc, on va parler déjà de la problématique d'un product designer, qu'est-ce que c'est? Donc pour répondre, à cette, problématique, il y a quelques mois, j'ai fait, des interviews. J'ai appelé des head of design ou des équivalents de ce poste-là, de grands, comptes, pour faire des interviews en leur posant la question: «Mais selon vous, c'est quoi un product, design?» C'est une terminologie qu'on entend de plus en plus et des fois, il y a des définitions qui, selon moi, sont fausses et je me suis dit: «Mais, finalement, il n'y a pas de définition et si j'allais interroger des, dits experts?» Donc j'ai interrogé notamment, Julien Bouvet qui est Head of, Design, chez, Connect depuis, quelques années maintenant. Lui, quand on lui parle de product designer, si je devais retenir, une phrase de cette interview-là, il m'a dit il est conscient qu'en fait, un product designer pour lui c'est, quelqu'un qui a toujours une appétence plus UX ou plus UI et que quand il va faire un recrutement, il va avoir conscience qu'il pourra pas avoir un mouton à 5 pattes. Souvent dans les annonces, on voit, il faut qu'il sait faire de l'UX, il sait faire de l'UI et un peu de motion et ceci et cela et finalement, lui, il est conscient que quand il va recruter un product designer, il aura forcément cette fameuse, appétence. Il va plutôt, chercher un designer qui va s'intégrer à son collectif de designers. Ils sont à peu près une quinzaine parce que au quotidien, eux, ils travaillent, en pairing, donc c'est-à-dire, ils travaillent en team de designers sur un sujet, donné, sur une story et pareil pour lui, un product designer, c'est un communicant. Il a vraiment une place importante au sein même, du produit. C'est-à-dire qu'il va communiquer avec des devs, avec des PO, avec, des PM et du coup, ça va être un référent pour lui et il va avoir, des responsabilités comme la maîtrise et l'expertise d'un sujet donné. Quand j'étais chez, SNCF Connect, vous le savez, moi j'étais, expert en tout ce qui est nouvelle mobilité. Donc on parle de trottinettes, VTC, vélo, libre service. J'ai interrogé aussi, Lorenzo, Palacio qui lui est Head of Design mais chez, la RATP et lui, il nous dit très clairement qu'un designer qui n'a pas une culture produit n'est pas un product designer et qu'un product designer, il a cette culture du produit et de l'agilité. Donc finalement, si vous n'êtes pas sur un périmètre agile, pour lui, vous n'êtes pas un product, designer. Et que ce même product designer, au quotidien, il est intégré, dans les équipes de dev, notamment et il s'est posé là, on a parlé en fait de la transition des UX vers le product design et des UI vers le product design et selon lui, il a eu aucune difficulté dans ses équipes, tout simplement parce qu'il a un lead, design system. Une lead pardon, design system qui a accompagné des profils, plutôt, UX, sur, du design d'interface et notamment avec des outils, comme Figma et un design system, très solide. Également, j'ai pu interroger Laurent Simonet qui est directeur de la Customer Experience, chez, Orange. Pareil, lui, en fait, ce qui va différer, c'est qu'il pense qu'un product designer, c'est vraiment un profil, très orienté, business. Il doit comprendre les problématiques temporelles des développeurs, notamment tout ce qui est technique. Par moment, il y a des faisabilités techniques à un moment donné qui sont pas viables, mais qui seront viables dans 6 mois. Donc un product designer, il doit avoir en considération tous ces aspects, techniques et proposer des solutions à court terme et à long terme et également, ils sont en pleine réflexion de transition vers un nouvel outil, qui est Figma. Parce que tout le monde n'a pas Figma. On a encore beaucoup de clients qui sont sur Sketch, Adobe XD, et autres et ils sont en pleine réflexion de comment accompagner les collaborateurs, sur Figma, et quelle sera la frontière entre les dits UX et les dits UI quand il y aura des profils, dits product, designer. Chez Deezer, faut savoir que le design est hyper important. Encore une fois, on parlait d'équilibre. Par exemple, chez Deezer, l'équilibre est peut-être un petit peu trop orienté design pardon, si, j'en crois ce que j'avais écouté, de cette conversation avec, Théo et lui, pareil, il dit que les designers, ils doivent être vraiment poings et liés avec les devs. C'est hyper important pour lui qu'il y ait cette culture technique, d'un designer vers un développeur et que finalement le designer, il comprenne le langage du dev et inversement. Donc il faut penser technicité au-delà, de notre propre technicité au niveau de la réflexion des parcours
et également de la technicité au-delà de la livraison sur les outils, de design d'interface que vous connaissez, tous. Donc si je devais faire une synthèse finalement de ces interviews, on voit que ce qu'il en ressort, c'est qu'un product designer, il a cette culture de l'agilité et du produit, et qui doit intégrer vraiment des enjeux, business, à ses, réflexions, ainsi que, bien entendu, les besoins de ses utilisateurs, finaux. Et qu'ils ont beaucoup discuté de design system et que finalement le design system, c'était un élément dans nos métiers qui prend de plus en plus, de place, et ça, je pense que c'est à prendre en considération pour vos avenirs respectifs et comme le mien, également, donc le nôtre. Donc finalement, un product designer, c'est pas un nouveau terme qui remplacerait, UX, UI, designer, un terme très à la mode, mais qui veut tout et rien dire. Ce n'est pas uniquement un designer en capacité de faire de l'UX et de l'UI. C'est pas non plus le meilleur designer parce qu'il y a quelques product designers qui manquent un peu d'humilité, par moment, et on n'est pas là pour faire, du beau. On est vraiment intégré à toutes les phases de réflexion, du produit. On est transverse, à la fois porte-parole d'utilisateurs, mais également on veille à appliquer les enjeux business, de nos clients. On est un communicant, on passe énormément de temps à communiquer et on fait preuve, on en reparlera, mais tout ce qui est, soft skills notamment, et on est voué à répondre à une problématique et non à faire de l'interprétation. C'est important. Donc pour résumer, un product designer, il va penser avec, des enjeux business. Il va avoir une vision globale, du produit. Il va pas penser le produit à un instant T. Non, il va avoir la vision du produit à 1 an, à 2 ans, en fonction de la durée, également de votre mission, hein. Ça peut changer, et il va collaborer, de manière, très agile. Il va rebondir, en toute situation. Il va s'adapter. Il va toujours être orienté, résultat. Donc, un product designer, c'est quelqu'un normalement qui est investi dans la durée. D'ailleurs, selon moi, on peut dire qu'on est un product designer à partir du moment où on connaît un produit, et là, j'ai commencé une nouvelle mission depuis, 1 an, chez Orange France, et j'ai connu à part le produit, vraiment, je le connais que depuis mon 6e ou 7e mois. Donc, maintenant, je peux dire que je suis product designer sur ce produit-là, mais avant, j'étais juste un nouveau designer sur un produit qui connaissait, moins, et du coup, j'avais un peu de mal à parler du produit pour lequel je travaillais, tout simplement parce que c'est cette phase de d'onboarding et de compréhension, du sujet, qui est importante et longue. Et un product designer doit aussi avoir une logique, MVP. Il sait qu'il va pas arriver à sa vision cible, tout de suite, mais qu'il va devoir découper, avec l'ensemble, des autres métiers, notamment, les product owners et les product managers, les réflexions pour que ça aille avec, le MVP. Et finalement, les différences entre UX, UI et product designer, pour moi, un UX designer, c'est vraiment le maître de la conception. Donc on va réfléchir à tout ce qui est, enfin, comment dire? On va faire tout ce travail de réflexion de parcours, d'enquête, d'aller récupérer des insights, sur le terrain. On a tout ce qui est autour de l'UI design où là, c'est des métaphores, mais c'est un peu le porteur de la lumière, et lui, il va travailler des éléments d'interface, police, mise en page, tout ce qui est couleur. Il va penser, interaction, micro-interaction, va penser tout ce qui est problématique, de responsive, ou même, d'accessibilité. Et le product designer, lui, ça va plutôt être, un tacticien dans la métaphore. Donc il va s'inspirer de l'UX et de l'UI, mais en plus, il va rajouter toute cette, réflexion autour, du business, du MVP, de la vision, cible, de la viabilité et de la faisabilité, technique. Et c'est ces petites, finalement, cette, vision, produit qui va faire que le product design est bien un métier. Là où de l'UX design et l'UI design, c'est également des métiers, mais c'est des métiers dits, aujourd'hui, vraiment d'expertise. Moi, au quotidien, je travaille avec des UX designers, des UI designers, mais pour autant, on leur demande pas de la culture produit, mais vraiment d'être focalisés sur un périmètre spécifique. Par exemple, aujourd'hui, on a des métiers comme les lead, design system, ils font que du design system.
et bah, en grande définition, je dirais, bah, qu'un product designer, c'est un garant de la chaîne de conception produit. Il va vraiment être, au service de la stratégie pour répondre à des enjeux business, mais également des enjeux, d'utilisabilité d'utilisateurs, donc nos clients. Donc vous voyez même dans mon discours, j'ai l'habitude parce que pour moi c'est une habitude, je suis product designer, je vais parler de mes utilisateurs ou de mes clients. Et bah, au quotidien, je vais réfléchir aux besoins, bah, de Orange, et aux besoins de mes utilisateurs. Donc moi, mes utilisateurs, c'est les conseillers en boutique. Donc c'est quoi un conseiller en boutique? C'est bah, quand vous allez dans une boutique Orange, vous êtes accueilli par quelqu'un qui est avec une tablette ou avec un ordinateur et en fait, c'est eux, moi, mes utilisateurs. Donc si jamais je dis, les conseillers, c'est les conseillers boutique, Orange et du coup, bah, Orange a une stratégie. Moi, j'ai des utilisateurs. Je vais réfléchir finalement au juste milieu pour atteindre les objectifs d'Orange, tout en répondant aux besoins et usages, de mes utilisateurs en boutique. Au quotidien, moi, je me vois un peu comme un grand frère, ou une grande sœur. Je m'assure que tout va bien pour tout le monde, que je vais penser aux besoins de chacun et oublier, personne. Donc les utilisateurs, les usages, les datas et même la stratégie, produit. Donc je dois être transverse, pardon, et avoir, une panoplie de soft skills parce que je dois adapter mon discours à des métiers qui connaissent pas forcément, le mien. On parle de grands comptes, hein, comme Orange. Donc, il y a tout le monde n'est pas digital friendly, si je peux me permettre encore un des anglicismes. Il va y en avoir beaucoup aujourd'hui, donc je suis désolé si ça énerve, certains. Bien entendu, parfois on oublie, des viabilités techniques, des métiers, ou même on oublie, le MVP. Donc il faut faire preuve, d'adaptation et pas hésiter à faire des pas en arrière. Ça arrive très souvent dans nos métiers. Et du coup, bah, en tant que grand frère ou grande sœur, bah, je dois trouver vraiment des solutions pour répondre aux enjeux de toutes, et toutes. Je me souviens, à la SNCF, il y avait beaucoup d'enjeux au niveau du juridique, parce qu'il y a beaucoup de mentions juridiques, notamment aussi sur les sites, de banque. Un crédit vous engage, c'est des mentions qui sont obligatoires et il faut pas les oublier et par moment, bah, nous, en tant que designer, ou développeur, on va oublier, finalement des mentions hyper importantes et ça, bah, ça revient à l'équilibre entre les métiers. Il faut vraiment communiquer pour trouver un bon équilibre au service, du produit. Est-ce que c'est un effet de mode ou un métier durable? Parce que, bon, pour les plus anciens d'entre vous, au début, on était tous directeurs artistiques juniors. Après, on a tous été web designers. Après, il y a eu les UX designers, les UI designers. Après, il y a eu les UX UI. Aujourd'hui, on parle de product designer. Donc, il y en a certains qui pensent qu'en fait, c'est juste les mots qui changent. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que le métier de product designer, c'est vraiment un métier qui va durer, dans le temps et qu'on est là pour, intégrer en fait, la dimension, du métier du design dans tous les nouveaux produits, digitaux. Attention, mon discours aujourd'hui, c'est pas de dire qu'un product designer, c'est le meilleur des designers de tous les designers, c'est pas du tout ça. Je pense que c'est vraiment une évolution liée à la culture du produit, et l'agilité avec, bah, cette démarche entre utilisateurs et d'ailleurs, je souhaitais, ouvrir, bah, une discussion ouverte. Moi, aujourd'hui, je travaille avec des UX writers. UX writers, normalement, bah, c'est des personnes, qui utilisent, des mots, au service, des utilisateurs pour la compréhension des interfaces. Donc c'est pas exactement ça la définition, mais là, je suis en pleine présentation, donc vous m'excuserez si elle est pas hyper fine. Mais ces métiers-là, finalement, aujourd'hui, travaillent pour des produits et est-ce qu'ils sont pas en train de devenir des product writers, là où ils sont UX, writers aujourd'hui? C'est des questions que moi-même je me pose et que dans l'environnement de l'équipe de produits sur lesquels je travaille, on se pose. On se pose vraiment la question, bah, finalement, comment mieux intégrer à l'équipe de notre produit les UX writers? Est-ce qu'ils sont UX writers et pas product writers? C'est vraiment des questions qu'on est en train de se poser, auxquelles aujourd'hui j'ai pas des réponses et c'est bien pour ça qu'on fait des événements autour de ce genre de métier. Donc, vous voyez bien que je pense que Pierre et Quentin et vous-même avez bien choisi, le thème de cette semaine de conférence, que c'est vraiment des réflexions à avoir au niveau des équilibres des produits. Donc, ce qu'on peut retenir de cette, partie-là, c'est que voilà, un product designer a une vision transverse. Il va intégrer des réflexions business. Il est agile, il va comprendre et s'adapter, aux métiers des uns, et des autres et aux problématiques des métiers des uns et des autres. C'est vraiment quelqu'un qui va communiquer
Il va vraiment être, au service de l'équilibre, du produit et bah, il a vraiment une je me répète un peu, mais il a vraiment cette vision transverse, que ce soit sur le MVP, jusqu'à la vision, cible. Y a-t-il des questions ou je peux, continuer? Non, toujours pas de questions. Merci. Parfait. Donc on va parler d'organisation, design. Donc là, je préviens, c'est des schémas, c'est un peu technique, hem, mais voilà, on va vraiment parler d'organisation, design et d'organisation de studio. Donc déjà, il faut faire attention parce que selon la maturité de vos entreprises, la place du design n'est pas la même. Quand on regarde la dernière conférence, d'Apple, Apple a beaucoup parlé de l'UX, writing notamment et bah, moi chez des clients, chez certains clients, ils savaient même pas ce que c'est, l'UX writing. Donc ça revient, finalement à ce sujet que, bah, la place du design n'est pas la même selon les organisations des produits et celle par défaut du designer non plus. Ce qui fait que l'équilibre n'est pas le même selon, vos différentes missions, à venir. On a un modèle de studio dit, centralisé où on va faire que de la production du design. On va voir ce que c'est. On a un modèle dit décentralisé où on va pouvoir voir des designers à l'intérieur de feature teams. Donc si jamais il y a des terminologies que j'utilise que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me reprendre ou à me demander ce que ça veut dire. Et il y a des nouveaux modèles, que je commence à voir depuis 1 an, ou 2 ans, où il y a des entités design vraiment, transverses. Donc quand je parle de modèles dits, centralisés, c'est souvent en fait, des studios graphiques. Donc c'est, un peu, dans votre société, vous avez un studio où il y a que des designers et eux, en fait, ils communiquent entre eux, ils récupèrent ce qu'on appelle des expressions, de besoins et ils répondent à l'expression de besoin. Ils vont, donner des guidelines, de respect de la charte à toute l'entreprise, mais pour autant, ils vont pas aller communiquer directement, bah, avec les acteurs et les parties prenantes du produit. Ça, c'est ce qu'on appelle un modèle centralisé. C'est un studio design et tu as le produit qui est à côté. En termes d'équilibre de produit, moi, c'est pas une méthode, ou un modèle que je préconise. Parce que, bah, du coup, il y a un manque de communication, à mon sens. Par exemple, bah, si, bah, le studio, il est en autonomie et bah, il va peut-être pas discuter avec les devs, il va peut-être pas discuter avec des PM ou des PO, donc des chefs de projet et il va peut-être pas aller, prendre les informations autour de, bah, de c'est quoi la ligne édito des UX writers. Non, ils vont être vraiment, décorrélés et un peu loin de tout ce qui se passe au niveau du produit et c'est peut-être un facteur à risque, selon moi. On a le modèle, dit, décentralisé, donc je vais passer au schéma, ça va être plus clair, je pense, pour vous. Alors, je ne sais pas, si vous avez eu à travailler dans ce schéma-là, mais moi, par exemple, quand j'étais chez, différents clients, j'étais à l'intérieur d'une équipe, d'une équipe constituée de PO, de développeurs, d'ingénieurs QA, donc des testeurs et j'étais le designer de cette équipe-là. Donc j'étais un designer, spécialisé, sur une problématique donnée, mais pour autant, j'étais pas le seul designer de toute la boîte, non. Il y avait d'autres designers comme moi qui étaient dans d'autres feature teams, sauf qu'ils avaient une expertise, différente. Donc, je vais parler de Jérémy Granier, qui est un designer avec lequel j'ai beaucoup, travaillé. Par exemple, Jérémy Granier, lui, il travaillait sur, la courte et longue distance. Donc, c'est quoi la courte distance? C'est les parcours où, bah, un utilisateur, il va chercher à aller, à Châtelet en partant de Nation, c'est de la courte distance. Il va taper dans son champ de recherche, Paris-Châtelet. Lui, c'était, vraiment son périmètre, c'est, bah, les parcours autour de la courte distance et moi, j'étais sur les parcours, des nouvelles mobilités. C'est comment ce même utilisateur, s'il veut prendre un vélo ou s'il veut prendre une trottinette ou un VTC, quel va être ses parcours? Donc moi, j'avais ma spécificité, lui la sienne. On était dans des features Teams, différentes et c'est pour ça que c'est un modèle décentralisé. C'est-à-dire que les designers sont à l'intérieur, des feature Teams. Donc feature, c'est une fonctionnalité. Donc, sur certains produits, on a ce qu'on appelle des feature Teams, des équipes dédiées à un environnement, une partie
de l'application. Et on a aussi maintenant, les nouveaux modèles. Donc ça, ils sont, plutôt rares sur le marché. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers. Donc, quand je dis nouveaux métiers, peut-être que vous les connaissez, mais il y a une différence entre ce qu'on connaît et la réalité du marché. Par exemple, aujourd'hui, je les UX writers chez Orange, il y en a 4 pour un ratio de designer peut-être de 20. Donc ça, pour moi, c'est un nouveau métier. Les UX researchers, heu dans le périmètre sur lequel je travaille aujourd'hui chez Orange, et il y en a, je crois pas qu'il y en ait encore. Chez SNCF Connect, il y en a eu, 2 au début, 3 puis 4, et du coup ça, c'est de nouveaux métiers. Mais finalement, quand on parle d'équilibre, et quand on parle d'organisation, où est-ce qu'on va placer, ces métiers-là? On peut se poser la question. C'est pourquoi en fait aujourd'hui on a des nouveaux modèles. Donc là, c'est un modèle transverse où on a une équipe design où on a tout type de métier, du design. On a des UX writers, UX researchers, des product designers, on a des lead design system. J'ai travaillé aussi avec des UX voice, notamment je sais qu'il y a un apprenant qui travaille chez Speak UX, donc c'est tout ce qui tourne autour, bah, de l'expérience avec, le chatbot, avec les chatbots, pardon. On a aussi des, entités qui sont design ops, donc c'est des entités qui vont travailler sur, bah, la réflexion des métiers du design au sein des grands comptes. Et en fait, toutes ces équipes-là, ils sont sous la même, dans la même équipe design. Et finalement, c'est, les équipes produits qui vont émettre, des demandes à cette entité-là. Et cette entité-là, elle aura quand même, des designers spécialisés et des leads, ce qu'on appelle, des leads experts, sujets, qui vont accompagner tout type de designer qui voudra prendre le ticket. C'est-à-dire que moi, si on revient, un exemple concret, je suis expert mobilité. Je travaille sur des parcours VTC ou trottinette. Et si Jérémy, il a envie de travailler sur un parcours VTC ou trottinette, il pourra. Et s'il a une question, il viendra me poser la question. Moi, si je veux travailler sur un des parcours dans les experts, eh ben, je vais m'appuyer sur son expertise et je pourrais pour autant prendre le ticket. Là où dans le modèle d'avant, je traitais uniquement finalement les tickets dont j'étais l'expertise, dont j'avais l'expertise, pardon. Et pareil, si jamais moi j'ai des interrogations ou j'ai un besoin d'un appui autour de la ligne édito, j'allais directement consulter l'UX Writer qui a peut-être à ma droite. Si j'ai des besoins en recherche utilisateur très spécifiques à long terme, je vais m'appuyer, bah, dans la même équipe, il y a des UX Researchers. Du coup, c'est vraiment un modèle dit de design transverse. Et ce modèle-là, il n'est pas encore déployé beaucoup. À mon sens, je connais que deux grands annonceurs qui l'ont déployé et ils sont encore en phase exploratoire. Pour trouver encore une fois, le bon équilibre. Donc je sais que cette partie était un peu technique. Moi finalement, ce qui va m'intéresser, donc je sais qu'aujourd'hui on n'est pas c'est pas un dispositif, super développé pour, avoir de l'interaction, mais j'aimerais bien en fait connaître, vous, vos modèles. Par exemple, est-ce que vous êtes plutôt dans un modèle, de cycle en V? Est-ce que vous travaillez plutôt en méthode, agile? Ou, est-ce que vous êtes complètement dans, une équipe, avec, des devs? Moi, c'est des choses qui m'intéressent, donc n'hésitez pas à me donner, bah, aujourd'hui, me dire comment vous travaillez au sein de vos équipes. Moi, c'est quelque chose vraiment qui m'intéresse, de savoir, puisque peut-être que je suis dans ma bulle et que je suis un peu déconnecté, bah, des peut-être des entreprises, qui sont un petit peu plus petites que moi dans mon quotidien, comme je travaille sur les grands comptes. Bah, j'ai peut-être oublié ce qui se passait dans les petites et moyennes entreprises, ce qu'on appelle les PME notamment. Nous, en tout Pour ma cas, part vas-y vas-y. Isabelle, pardon, vas-y. Donc pour ma part, dans l'entreprise où je suis, on a un fort historique, de cycle en V et l'agilité est là depuis, 5-6 ans maintenant, dans ce qu'on appelait la fabrique, qui était quelque chose d'à part, qui a provoqué pas mal de problématiques de compréhension entre les différentes équipes. Et dans la cellule où je suis, de UX designer, on essaye de tendre vers un studio un peu comme tu dis, un modèle centralisé mais en design transverse.
de OK. façon à ce qu'on ait vraiment une transversalité pour pouvoir répondre et avoir la gestion des backups parce que, pendant les périodes de vacances, quand il y en a un qui part, il faut quand même que le projet puisse avancer mais la culture produit, on l'a pas encore. Donc c'est un peu compliqué, c'est en transition, on va dire. Bah, ça va, c'est en bonne voie. Ouais, nous, en ce qui nous concerne, on constate, beaucoup de cycles en V, hein, que ce soit, avec des grands comptes avec lesquels on a bossé par le passé, qui en étaient encore au modèle centralisé que tu présentais, au premier, donc avec le studio, par lequel passent en gros toutes les maquettes Mmh. et heu et donc ça, c'était quand même alors qu'ils se disaient quand même agile, c'est une des grandes institutions publiques et sinon, avec nos clients qui sont souvent des PME, enfin pour ceux qui sont des PME, en tout cas, on est sur du cycle en V ou sur de l'agile, mais où il faut que les maquettes soient finies avant de commencer les sprints et voilà, donc du cycle en V déguisé et enfin, voilà, en grande partie. Donc il y a une volonté, hein, j'ai l'impression d'aller vers plus d'agilité. Nous, on essaie aussi de pousser dans ce sens-là, que c'est quand même une bien meilleure méthode, en tout cas du point de vue des designers. Mais voilà et puis les startups aussi en général ont des grandes enfin avec lesquelles on bosse ont des grandes, envies d'aller sur de l'agile, mais du coup, le défaut de moyens fait que c'est quand même, enfin c'est plus facile aussi quand on a un développeur qui récupère et qui commence à avancer dans son coin, plus facile d'imaginer ça avec un backlog, que quand on est plus nombreux. Et on a une première remontée, sur, Twitch TV, de Made with Love. Il dit: «J'ai plutôt connu les feature teams en agile, mais globalement, on n'est pas encore sorti du cycle en V». Et la question qu'il pose, c'est, y a-t-il des exemples concrets de modèles design transverses? Alors oui, il y en a, ça sera un petit peu plus tard dans la présentation. Mais oui, il y en a, il y en a et à ma connaissance, il y en a surtout 2 que je connais. Après, je suis sûr qu'il y a d'autres acteurs, qui le font, mais qui communiquent pas encore dessus. Parce que c'est vrai qu'on garde un petit peu des secrets, dans les organisations. C'est pas tout le monde qui ouvre, enfin qui communique sur ces petits secrets. Mais en tout cas, je voulais rebondir sur ce que Quentin, disait. Effectivement, moi aussi, je suis souvent confronté, avec certains clients qui nous disent, «On est agile». C'est une phrase, qu'on entend souvent et en fait, quand tu creuses un petit peu, tu peux voir qu'ils sont pas tout à fait, agiles et il y a un gros travail, d'accompagnement, à faire en tant que, designer, et souvent, moi j'essaye de m'appuyer sur, mon PO ou un chef de projet, pour, acculturer, ses clients en difficulté parce qu'ils sont en cycle en V. Attention, le cycle en V ne veut pas dire, difficulté, mais ça veut dire que par moment, le cycle en V, amène des problématiques qu'on n'aurait pas eues si on avait été, en agile et du coup, il y a vraiment tout un travail d'accompagnement, d'évangélisation de la méthode. Concrètement, moi, par moment, on m'a demandé de faire les tests, une fois que les maquettes étaient terminées. J'ai refusé. Enfin, j'ai dit j'ai refusé, j'ai pas communiqué dessus. En gros, j'ai fait, 2 versions des maquettes. Une version, plébiscitée par le client et demandée par le client, et la mienne, qui voulait que je teste au mois de juin, sauf qu'on était au mois de février et les maquettes étaient déjà terminées. Je suis allé en guérilla testing. J'ai fait tester les deux prototypes et j'ai eu directement des feedbacks. Je suis arrivé, avec un PowerPoint, avec l'explication de la méthode, les tenants, les aboutissants, le pourquoi du comment et finalement le client il a vachement apprécié, la méthode. Il m'a dit: «Mais c'est génial, il faut le refaire» et finalement en fait, moi un conseil que je pourrais donner à ceux qui peinent un petit peu, c'est, à être force de proposition et à inclure, tous les métiers dans vos démarches. Moi, par exemple, quand j'ai fait cette démarche-là, tout de suite après, j'ai trouvé un super équilibre avec, mon PO et après on travaillait vraiment main dans la main, sur tous les sujets, que ce soit, notamment, vous savez quand vous faites, on va prendre l'exemple d'une green interview, je vais construire la green interview avec mon PO. On va la créer, on va la construire ensemble. Bien sûr, c'est moi qui est le lead sur le sujet, mais je la construis avec lui. Après, on va présenter cette même grille d'interview, aux devs pour savoir ce que les devs, ils en pensent ils ont leur expertise et ça se trouve, ils vont soulever des questions auxquelles on n'avait pas pensé et pareil, quand on va faire passer les tests,
les tests, c'est pas uniquement les designers qui doivent, y assister. Heu, Moi aujourd'hui j'essaye, bah, de faire participer, tout le monde à ces séances, de tests parce que, ça permet, de vraiment, développer, l'empathie. Parce que moi dans mon environnement, tout le monde n'est pas empathique. On a beaucoup de croyances et quand on est face à des, testeurs, bah, ça permet un peu de se dire: «En fait, non, notre produit, il est peut-être pas utilisé comme on le pensait». Mais tout ça, en fait, c'est dans la démarche de trouver un équilibre, entre tous les métiers. Complètement, le fait d'évangéliser sur la culture produit et effectivement de mettre le produit au cœur du des sujets et plus fort enfin, en essayant du coup de casser les silos et du coup d'aller évangéliser les autres personnes, c'est vraiment fondamental et j'ai une autre personne, Tatiana, qui, du coup me parle la question dans le chat, mais me l'envoie sur Discord. Qui fait le commentaire suivant: «Je rejoins le fait que la culture produit est importante. Si elle n'est pas encore implémentée, le product designer n'existe pas. C'est un PM ou un PO qui a ce périmètre. Rien que le mot design est vu que comme du graphisme». Ouais, donc là, c'est une opinion. Enfin, Ouais, là, c'est une opinion, ouais, tout à fait. oui, je comprends ce que tu veux dire, ouais, c'est clair. Du Et oui, coup, tu j'ai une avais petite question. ah ouais, j'en aurai une petite après. Vas-y. D'accord. Merci, Pierre. Hem, Comment savoir, construire, avec quel métier nos différentes actions? Parce que tu as parlé de l'interaction, de ta green, test là, et c'est pas toujours évident quand on est junior de dire, «Ah tiens, tel métier pourrait m'amener un focus, différent que ce que j'ai en tête». Comment on peut aller chercher ces informations-là? Alors moi, je vous encourage à faire preuve de transparence. C'est-à-dire, donc ça dépend. Il y en a qui travaillent en agile, qui ont les daily meetings. Donc un daily, c'est une réunion que tu as tous les jours, souvent entre 10 heures et 10 heures et quart, où tu communiques sur tes, tâches, du jour. Moi, on le verra un petit peu plus tard, mais dans certaines institutions, j'étais, dans le daily des devs et du coup, bah, quand je parlais de mes tâches design, je disais: «Bah, là, je vais faire ça, j'aimerais bien votre avis». Et ça faisait qu'il y en a certains qui entendaient et ils disaient et qui venaient naturellement, vers moi. Donc beaucoup de communication, de transparence, donc faire preuve de communication et à terme de soft skills et également ne pas hésiter à aller, chercher les informations de par des traces écrites, des mails et de faire, d'être, humble, en disant: «Bah, écoutez, là, moi, je suis arrivé, au bout de mes idées. Par exemple, pour la green interview, je suis arrivé au bout de mes questions. Est-ce que, quelqu'un peut faire une relecture?» Et ça vient aussi avec cette notion de pairing. Quand j'étais plus jeune, il y avait du pairing, développeur où tu avais des développeurs, en fait, qui faisaient de la revue de code. Ils relisaient le code des uns et des autres. Et nous, on a mis enfin, dans les entités avec lesquelles je travaille, on a mis ça en place avec, les métiers du design et finalement, quand j'ai des problématiques données, je vais essayer de mettre en place, un pairing avec un métier. Ça dépend le sujet et ensemble, en fait, ça va nous permettre, de travailler et d'avoir les expertises des uns et des autres et même ce pairing, ça permet de fédérer, autour d'un sujet. C'est comme les ateliers, d'idéation, ça permet, de fédérer, par moment. Là, c'est pareil, cette notion de pairing, et de transparence, pour moi, ça permet, d'aider à mieux travailler ensemble et trouver un meilleur équilibre. Oui, top. J'avais une question assez rapide pour toi, Stevie, parce que tu parlais tout à l'heure de la différence qu'il pouvait y avoir entre tes expériences qui, depuis pas mal de temps, sont sur les grands comptes et ce que nos étudiants ou d'autres personnes peuvent voir dans des PME ou des TPE. Je vois une vraie différence quand tu es dans un grand compte, c'est que tu as une phase, par exemple, de cadrage qui est très implémenté. Tu peux potentiellement, en tant que UX designer, monter sur un projet qui part vraiment de zéro et partir sur 6 mois, un an, juste de réflexion pour avoir ce cadrage-là avant de commencer à attaquer la conception pure. Quelle différence tu vois pour un product designer dans sa posture et potentiellement dans le modèle dans lequel il se greffe par rapport à ce que tu nous as montré? Est-ce qu'il y a une vraie différence ou pas entre cette phase potentiellement de cadrage d'un projet et une phase où on rentre dans la conception, même potentiellement
dans la production ou dans l'amélioration continue? Enfin, est-ce qu'il y a en fonction du moment de la vie du projet, est-ce que tu vois vraiment une différence de l'organisation et du rôle du product designer? Oui, hem et la phase alors à mon sens, la phase de cadrage, le product designer, il va devoir vraiment, f peut-être faire des tâches, dont il a pas, il sait pas forcément ses tâches de prédilection, hem, mais pour autant, il va devoir, le faire. Moi, bah, c'est tout bête, mais avec mon PO, j'ai dû apprendre à être, tout ce qui est phase de cadrage, être beaucoup plus méthodique, beaucoup plus, organisé. Et toutes ces phases-là, bah, avant, en tant que designer, je les menais pas, savoir, trouver, comment dire? Regarder les emplois du temps de tous, de toutes et tous. Trouver un créneau dans leurs emplois du temps. Envoyer, l'ordre, du jour que conjointement je fais, avec, le PO. Établir un atelier, ou des enfin, on va dire, on va prendre l'exemple d'un atelier. Établir un atelier qui parle à tous les métiers. Ça, c'est des micro tâches d'organisation qui, pendant la phase de cadrage, sont vraiment différentes que quand j'arrive sur un produit où il y a pas besoin de cette phase, d'idéation. Et là, mon rôle, il va peut-être être, différent, il va peut-être être plus dans la production. Hem, Par moment, je suis arrivé sur des grands comptes où, bah, tout était fait, les ateliers d'idéation, tout. Mais par contre, il y avait un problème au niveau, du process, entre designers. Par exemple, par moment, quand vous avez 20 designers et qu'un designer utilise un composant et que l'autre pour faire une recherche et qu'un autre designer utilise un autre composant différent entre les 2 designers, je me suis dit: «Ah oui, là, il y a un problème, il y a un manque de communication». Donc on a mis en place, bah, une UI review, qu'on n'a peut-être pas fait, avant. Ça, c'est une tâche qui est pas d'ordre du début de projet ou même des fois, tu arrives sur un fichier, Figma qui est pas rangé. Bah, peut-être que tu vas mettre un process en place pour, ranger et cadrer, les fichiers, Figma ou peut-être que, bah, après tu vas faire purement, uniquement de la production, de la réflexion. Tu vas réfléchir au parcours et juste, les produire. C'est aussi des phases comme ça dépend en fait, bah, de la mission sur laquelle tu es amené à travailler. Mais ouais, il y a des différences entre le début, le milieu et la fin du projet selon moi. Ouais, ouais, comme tu le dis bien, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu, ce début de relation avec ton PM ou ton PO où en fait, tu essayes, vraiment d'aller, bras dessus, bras dessous, aller voir les autres parties prenantes en leur, faisant comprendre, là où on va et co-construire des fois la backlog ou des choses comme ça. C'est vraiment, comme tu le dis très bien, c'est sortir de sa zone de confort, arriver dans des compétences qui sont pas forcément les tiennes, mais qui sont nécessaires pour la suite. C'est intéressant d'avoir en tête que c'est quelque chose que tout le monde ne vit pas forcément parce que c'est très typique de très grosses structures, alors que très souvent on est dans des processus continus, où on a déjà le produit qui est là, on fait itérer un peu. Je sais que personnellement avec mes apprenants, par exemple, je leur demande de faire des tâches qui sont pas dans leur grille d'évaluation. Par exemple, je vais leur demander de faire un Trello. Avec lister, toutes les tâches, bah, ça c'est parce que maintenant je suis habitué à en faire et parce que je sais que sur le marché, hem, il faut se différencier et de plus en plus quand on voit arriver des designers, hyper, structurés, un recruteur, il va voir ça comme, un designer, plus mature, et du coup il va se dire: «Ah oui, lui, il est organisé, il est structuré, il sait déjà, mettre en place un process, pour ses actions». Et finalement, c'est pas quelque chose qu'on voit, en formation. En tout cas, moi, bon, c'était un petit peu lui, qui avait un peu de temps maintenant, mais on m'avait jamais parlé d'un Trello, on m'avait jamais parlé d'un Jira et toute cette expertise-là, en fait, je l'ai apprise, grâce à des PO, notamment et maintenant, en fait, bah, je l'ai récupéré et je l'ai mis en place sur mes propres sujets, purement, design. Mmh. Ouais, ça va au-delà de du soft skill que tu peux déployer, hein. C'est clairement des mais ouais, je je te rejoins là-dessus, c'est des choses sur lesquelles vous devez être formé et vous devez mettre ça en avant, c'est hyper important. Mmh. Moi, ouais, je sais qu'avec les cabinets de recrutement avec lesquels je travaille. Dès qu'on voit un designer qui arrive hyper carré, hyper organisé, qui nous parle de méthodos, donc bien sûr les méthodos qu'on connaît, hein,
design thinking, et autres, les méthodes de design. Mais quand il arrive à cet aspect de process et de structure, on se dit: «Ah oui, là, c'est quelqu'un de plutôt mature vs, un quelqu'un de plus, un petit peu plus junior qui va parler, qui va présenter son portfolio, un peu de manière, classique, si je puis dire, où il va nous présenter, «Voici le sujet, voici ce que j'ai fait sur le sujet». Heu, voilà, c'est des choses qui peuvent faire la différence, et également ça fait que nous, on va se dire: «Ah bah, dans l'équilibre du produit, il pourrait arriver, facilement et rejoindre les équipes, facilement». Parce qu'il connaît, parce que, il est structuré et il sait comment le process, fonctionne. Enfin, il sait. Il a l'air de savoir parce qu'on est dans un entretien, donc on sait jamais, quoi. Ouais, c'est clair. En tout cas, voilà, moi, c'est des modèles de studio, que j'ai pu pratiquer, et maintenant dans la partie, d'après, je vais parler, avec des exemples, concrets du début, de ma carrière à aujourd'hui, parce que j'espère que ma carrière n'est pas encore terminée, et voilà. Donc vous le savez, je disais tout à l'heure, j'ai commencé à la Société Générale. Donc quand j'ai commencé, je faisais pas des interfaces aussi jolies que ça. Non, bien au contraire, je faisais plutôt, ce type d'interface. Donc c'est l'ancien site, Société Générale qui n'est maintenant, plus, disponible, et du coup, j'étais vraiment, dans un studio, interne. Donc j'étais alternant, j'avais un DA, j'avais Tony, mon manager, et après j'avais, plein de designers, autour de moi. Ce qui a fait que j'ai beaucoup, appris en termes de technique. À l'époque, on faisait du design, sur Photoshop. Donc j'étais, très bon techniquement, parlant, mais pour autant je parlais, jamais avec des développeurs, ou très rarement. En fait, mes interactions avec les développeurs, c'était pour découper la maquette sur Dreamweaver. Bon, pour ceux qui connaissent pas, avant on avait Dreamweaver, donc on découpait, enfin pardon, je découpais la maquette sur Photoshop avec, les slices, et après en fait eux, s'ils développaient sur Dreamweaver, tout ça, je leur demandais des conseils, mais ça s'arrêtait là. C'était pas: «Est-ce que c'est viable techniquement?» Après, je peux me poser la question, est-ce que c'était parce que j'étais junior, que j'avais, ce genre de tâches-là? Moi, je ne pense pas, parce que à cette époque-là, les ateliers d'idéation et cetera, en 2011, ça n'existait, pas, et du coup, bah, l'équilibre du projet, il était, pas bon parce qu'on était en cycle en V, hem et encore une fois, ça n'engage, que moi, et du coup, en tant que designer, comme je disais tout à l'heure, j'y prenais pas avec le recul, j'ai beaucoup aimé apprendre, cette technique, mais pour autant, j'étais quand même loin de, bah, tout le produit. Donc c'était vraiment, le modèle, centralisé que j'ai repris là, où il y avait un directeur artistique, des web designers et un petit peu plus loin, le produit et des équipes, marketing. À l'époque, les PO, c'était pas la terminologie, on parlait de chef de projet. On parlait pas de product owner. Donc voilà, en fait, moi, en tant que web designer, j'étais là pour exécuter et répondre à des besoins, émises par des EB. Donc les EB, pardon, c'est un acronyme pour dire expression, de besoin, et du coup, bah, ces interactions entre les équipes, elles étaient hyper, limitées, et du coup, je trouve que l'équilibre, il était, pas aussi bon qu'un équilibre, agile, et en tant que designer, j'ai pas pris beaucoup de plaisir. Mais bon, on était en 2011 aussi. Là, je vais vous parler une grosse, 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 expérience. Donc, elle était courte, hein, 2 ans, mais c'est 2 ans, où j'ai, beaucoup, beaucoup, appris. Donc, j'ai pu travailler sur la refonte, du site, L'Occitane, en Provence. Donc L'Occitane en Provence, c'est les magasins, jaunes, mais avant qui étaient un peu, marrons dans les centres commerciaux, et il faut savoir que L'Occitane en Provence, ils vendent énormément à l'étranger parce que la France est un gage de qualité. Par exemple, pour les pays asiatiques, les produits français, c'est de la qualité. C'est extrêmement qualitatif, et L'Occitane en Provence, ils avaient pour projet de refaire, leur site, et pour ce faire, en fait, ils ont créé, une équipe, une nouvelle équipe, et dans cette équipe, ils ont décidé en 2014 de mélanger les métiers, et à l'époque, on parlait pas d'agilité, hein. C'est juste qu'il s'est dit: «Bon, bah, on va mélanger les équipes, pour voir ce que ça donne, et pour voir si ça marche bien». Donc en fait, moi, j'ai intégré une équipe, e-commerce internationale.
alors que je n'avais, pas fait beaucoup d'e-commerce, déjà, en tant que jeune diplômé de l'école multimédia et également, j'avais pas cette notion de B2B et de B2C. Parce que comme je suis dans l'équipe internationale, je vais développer un produit pour tous les marchés, c'est-à-dire les marchés, chinois, notamment, les sites internet, ils les consomment pas beaucoup parce qu'ils ont WeChat. Donc le marché chinois, il disait: «Nous, votre site, peut-être qu'on va pas l'utiliser». Aux États-Unis, ils avaient besoin de features comme, ce qu'on appelle l'auto-replenishment. Si vous vous souvenez, il y a quelques années en arrière, on avait, Amazon qui a proposé un dispositif où tu commandais un bouton chez toi, un bouton que tu recevais, chez toi, tu posais sur ton frigo et tu appuyais. Le lendemain, avec Amazon Prime, tu recevais, si tu avais, un bouton, il y avait écrit Ariel, le logo Ariel, tu appuyais sur Ariel, le lendemain, tu recevais, bah, ta lessive. Et le problème qu'il y avait à ça, c'est que tu avais des enfants qui appuyaient, beaucoup sur le bouton ou des gens pour s'amuser, pas que des enfants et ça faisait qu'en fait, tu multipliais les commandes alors que tu en avais pas besoin. Amazon a été un précurseur dans cette idée de auto-replenishment et nous, bah, à côté de L'Occitane, on s'en a inspiré pour proposer finalement des fonctionnalités au marché américain uniquement où, bah, tu peux dire: «Bah, je veux acheter ce produit et le recevoir, 1 fois tous les 3 mois». En fait, c'est le renouvellement de commande automatique. Et ça, c'est une feature que j'ai dû développer uniquement pour le marché américain. Sur le marché américain, pareil, on a ce qu'on appelle le Black Friday. Le Black Friday, ils aiment bien avoir des pop-in ou des chronomètres. Eux OK, il y a du son, c'est bon, tout marche, on peut reprendre. Donc pour les quelques minutes que vous avez perdues, vous inquiétez pas, vous avez dû perdre 3 minutes à peu près. On a arrêté la conférence à ce moment-là dès qu'on a vu le problème. Donc Stevie, je te laisse reprendre. Tu étais en train de nous présenter donc ton expérience chez L'Occitane. yes. Alors, pour reprendre, L'Occitane en Provence, c'est une marque, française, de cosmétiques. Ils ont 3 marques émergentes, Melvita, Herborian. Et une troisième marque dont là j'ai oublié, le nom. Mais tout simplement le savoir-faire français est une gage de qualité à l'international. Ce qui fait que, finalement, je suis arrivé sur le projet et leur sujet, c'était de refondre, ce site-là, ce site, international. Tout simplement parce que, eux, comme leurs clients, ils vendent plus à l'étranger, qu'en France. Leurs clients, c'est qui dans un premier temps? C'est les patrons des marchés. C'est-à-dire, le patron de l'Occitane aux US, le patron de l'Occitane au Japon ou, celui des Émirats arabes unis. Ils ont des besoins différents parce que parce que les utilisateurs ou utilisatrices, de leur pays consomment internet, différemment. L'Occitane, du coup, en partant de ce constat, ils se sont dit: «Mais, ça serait bien qu'on crée quelque chose de nouveau. On va mélanger, les expertises, au sein, d'une même équipe, pour voir ce que ça donne». Et finalement, c'est ce que nous, on a appelé ce que moi j'appelle aujourd'hui, le début de l'agilité sans se prononcer, enfin sans prononcer, le nom. Parce que j'ai dû travailler avec, des chefs de projet, e-commerce international très orientés business et e-commerce. Alors que dans ma précédente expérience que j'avais, expliquée tout à l'heure, j'avais pas du tout cette habitude, de travailler main dans la main avec, d'autres métiers et encore moins avec des chefs de projet, e-commerçants. Par exemple, j'ai pu travailler avec, Simon Guillemet. Simon Guillemet, il avait un gros, gros background, en Corée et en Asie et il connaissait les habitudes et usages, par exemple, du Japon, où au Japon, il faut que le site, il ait le plus de couleurs possible et qu'il soit le plus long possible. Pour eux, c'est pas un problème que les pages, elles soient très longues, à l'époque en tout cas et le SEO, c'est pas grave. VS le patron des États-Unis qui nous disait: «Moi, je veux que mon site, il soit mobile first». Je veux que les contenus, ils soient, hyper courts et du coup, moi, j'ai 2 besoins complètement différents entre les besoins, du patron des États-Unis, du marché américain et les besoins du Japon. C'est des besoins complètement différents et également, un autre exemple, c'était en Chine. En Chine, ils sont beaucoup, beaucoup sur, WeChat et ils nous ont tout simplement dit, lors de conférences qu'on a menées, que eux, ils étaient plus intéressés potentiellement par quelque chose autour de WeChat que par notre site. Du coup, fort de tous ces échanges-là, moi j'étais là en tant que designer et c'est là en fait où finalement, j'ai commencé à comprendre, l'intérêt des discussions
avec tous ces produits-là et c'est à ce moment-là, finalement, de par la création de cette équipe qui a fait, l'Occitane, qu'on a créé, un équilibre et du coup, moi, j'étais en tant que UX UI junior dans une équipe où il y avait des e-commerce product managers, donc international e-commerce product manager. J'étais avec des chefs de projet, omnichannel et finalement, en fait, on a commencé à travailler de manière, agile et à trouver un équilibre, entre nous pour mener à bien cette mission qui était la refonte du site, L'Occitane, en Provence. Moi, j'ai beaucoup appris parce que j'étais junior, hein, j'avais, 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30 et ça m'a vraiment, appris déjà les différences, culturelles, au niveau du digital, mais aussi à communiquer avec, d'autres métiers comme les e-commerce product managers. Moi, j'étais très orienté besoin utilisateur et là, j'ai vu que, eux, ils me parlaient beaucoup, de conversion. Pour moi, la conversion, quand j'étais plus jeune, c'était pas quelque chose d'important. Pour eux, un e-commerce product manager, c'était hyper important. Et du coup, j'ai dû apprendre, avec eux à revoir mon métier sous un angle différent. À l'époque, je disais que je faisais de l'UX for business. Parce que par moments, j'avais l'impression qu'on travaillait plus pour le business que pour les utilisateurs. Mais finalement, ça fait partie de la vie d'un produit et de l'équilibre d'un produit au niveau des grands comptes, comme l'Occitane en Provence, qui avait un nouveau parti pris, c'était d'être le luxe abordable. Je sais que le luxe abordable, on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la phrase, mais c'était un des partis pris de l'Occitane en Provence. Donc vraiment là, pour moi, c'était, un studio avec des métiers transverses et j'ai vraiment commencé à travailler de manière, agile, dans une petite bulle, certes, mais pour moi, c'était le commencement pour moi, en tout cas en 2014. Et finalement, j'ai repris le schéma que j'ai réaménagé. Je travaillais pour un head of product, donc en fait, je travaillais pour l'équivalent d'un PM à l'époque. J'étais dans l'équipe internationale avec des product managers et mon lead, Terence Sidbon. Et de temps à autre, j'allais quand même communiquer avec le studio des développeurs. Et il y avait même un studio design. Mais le studio design, lui, il faisait que, par exemple, l'Occitane en Provence, si vous regardez leur site, il y a beaucoup de travail autour des photos, des visuels, des packshots. Et bah, par exemple, ce même studio design, qui travaillait peut-être pas avec moi, il faisait beaucoup de retouches photos. Il faisait, ouais, beaucoup de retouches photos, d'emailing, ce genre de choses, que moi, en fait, je n'avais pas parce que j'étais sur un autre sujet, plus UX, UI, qu'eux étaient quand même plutôt dans la UI, que moi, j'avais tout un travail de réflexion. Mais pour autant, du coup, l'organisation, on peut se dire: «Mais c'est bizarre qu'un designer, il soit dans les équipes PM et pas dans les équipes, design». Bah, c'est parce que à l'époque, on faisait des expérimentations d'organisation. Aujourd'hui, peut-être que l'organisation a évolué, mais ça, en tout cas, cette organisation-là, elle était telle quelle quand moi j'ai quitté l'Occitane, en Provence et ça a été vraiment, hyper, enrichissant. Pour moi, c'était vraiment quelque chose, d'inédit, un début d'agilité, réussi. Également, on a été quand même accompagné, par des agences. White, à l'époque, heu, une très bonne, agence et finalement, il y avait tout ce travail d'interaction, de co-construction entre les métiers, les expertises des devs, des UX UI, des product managers. On avait les patrons des marchés internationaux et également, après, il y a eu tout un dispositif de test utilisateur, à l'international, auquel j'ai participé de manière indirecte. J'étais un petit peu plus junior, donc j'ai regardé, mes plus seniors, le faire, mais c'était hyper enrichissant d'avoir, toutes ces expertises-là pour créer un équilibre au niveau du produit, qui fait que moi c'est une de mes convictions, c'est que aujourd'hui ce site-là, allez, il a eu, quelques prix, donc il a quand même vieilli, hein, depuis, il est peut-être sorti en 2016 je crois, il a vieilli, mais il a gagné, certains prix au niveau du e-commerce et je pense que c'est l'équilibre et c'est, de ce produit qu'on a construit qui a permis aussi la réussite du produit. Donc finalement, c'est un peu ça mon rôle. Moi, c'était, de comprendre les besoins et usages digitaux des consommateurs selon les marchés et proposer des fonctionnalités qui va répondre à leurs besoins. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai notamment parlé de fonctionnalités différentes en fonction des marchés. J'ai parlé d'auto-replenishment. Donc l'auto-replenishment, c'est le fait, de commander un produit et de le recevoir, tous les mois. Ça, c'est quelque chose qui est très présent, aux États-Unis. C'est inspiré d'Amazon et du Dash Button.
où en gros, à une époque, Amazon surfait sur un bouton que tu commandais, tu le recevais chez toi, tu l'as posé sur ton frigo souvent, tu appuyais sur le bouton et tu recevais le produit, chez toi le lendemain. Donc si tu voulais commander, bah, du sopalin, donc Sopalin est une marque, pardon, mais des essuie-tout, bah, tu recevais tous les à chaque fois que tu t'appuyais, tu recevais le lendemain un essuie-tout. Le problème de ça, c'est que, bah, il y avait de la surconsommation. Donc il y avait plein de features comme ça qu'on a dû réfléchir et déployer en fonction des marchés. Par exemple, en Asie, je me souviens d'une feature qui m'avait marqué, c'est, la routine. En fait, souvent les consommateurs asiatiques, ils vont acheter toute la gamme d'un coup. Du coup, on a fait, bah, une fonctionnalité où tu mettais toute la gamme, en un clic dans ton panier. Là où un consommateur français, lui, il va acheter d'abord un produit, il va tester le produit et si le produit lui plaît, il va, bah, il va racheter, ensuite, les autres produits de cette même gamme. C'est un peu comme au McDo, tu manges un cheeseburger: «Ah, j'aime bien le cheeseburger, je vais tester le double cheese». Non, bah, peut-être qu'un profil asiatique, lui, il achète tout le McDo. C'est des métaphores, attention. Donc finalement, en termes d'équilibre, moi, j'ai beaucoup apprécié cette expérience parce que j'étais très proche des product, managers, e-commerçants, mais moins avec les devs. Les devs, c'était en 2014, je communiquais pas encore beaucoup, avec eux. En 2017, j'ai été, 6 mois en agence et je tenais à en parler aujourd'hui parce que, les agences, c'est, une organisation très, très différente, de celui, des annonceurs. Pourquoi? Parce qu'en agence, tu vas connaître tu sais à quelle heure tu commences, mais par contre, tu sais pas à quelle heure tu finis. Il y a ce qu'on appelle, des charrettes, c'est-à-dire, bah, tu as des clients, surtout moi j'étais en agence chez 5e Gauche, RSI donc de pub souvent, mais ils font pas que ça, attention. Et ce qui fait que, bah, quand tu sais à quelle heure tu commences, mais tu sais pas à quelle heure, tu finis, il y a aussi la question de donc il y a un équilibre dans l'agence, mais il faut se poser la question de l'équilibre, personnel à côté. Ça dépend, bah, si tu un conjoint, une conjointe, il sait pas à quelle heure tu rentres, au bout d'un moment, ça peut poser problème. C'est pas comme ça dans toutes les agences, mais voilà, je tenais à en parler parce qu'on est des professionnels et il faut se dire les choses, mais c'est pas comme ça dans toutes les agences. Donc en termes d'équilibre, finalement, c'était du fast and furious. Donc j'étais, vraiment dans une équipe où il y avait des UX, des UI, donc des profils un peu que vous connaissez quoi, mais il y avait également des DA, enfin, ça se dit pas des vrais directeurs artistiques, mais des gens qui étaient là vraiment pour poser, un concept, artistique. On avait des planeurs stratégiques, des tech leads, des tech leads, sur des technologies bien spécifiques, HTML5 ou autres et des chefs, et un chef de studio. Et finalement, les agences, ça fonctionnait, plutôt de manière, agile, mais c'était quelque chose de non dit, c'était caché. C'est juste qu'une agence, elle était plébiscitée par une grande boîte pour faire quelque chose et finalement, peu importe comment elle faisait, c'était le résultat qui comptait pour le client. Et j'ai fait donc c'était une expérience, assez courte, de 6 mois, tout simplement parce que j'ai pas vraiment apprécié, l'équilibre, personnel. Et du coup, j'ai préféré arrêter, d'un commun accord tout de suite parce que l'équilibre personnel était trop mauvais, à mon sens. Je passais beaucoup, beaucoup de temps au travail et j'étais assez fatigué et bah, c'est quelque chose qui m'a tout simplement pas plu et des erreurs dans des carrières ou des erreurs de parcours, ça peut vous arriver et c'est tout à fait, normal et j'ai aucune honte à dire que, bah, ça a été une période un peu, complexe pour moi à vivre personnellement. Mais en tout cas, pour revenir au sujet, au niveau de l'équilibre, il était là, ça fonctionnait bien, mais c'était une petite niche et c'était très rapide. C'est vraiment du Fast and Furious, c'est vraiment la métaphore la meilleure que je pouvais, trouver. En 2017, j'ai rejoint, l'assistant SNCF et pour moi, c'est l'agile, avec un grand A, donc il y aura beaucoup de slides dessus, tout simplement parce que, pour moi, c'est en 2017 que j'ai vécu la vraie agilité, à mon sens. C'est pour ça que j'ai fait des jeux de mots avec un train agile en avance, notamment. Par exemple, j'étais à l'intérieur d'une équipe, design où, bah, je travaillais avec, Alexandre Kassem qui était lead design system, avec Jérémy Granier qui était, bah, il était product designer mais sur un périmètre spécifique, d'une feature team spécifique, avec Alexis
qui lui était UX designer, donc Alexis, il faisait jamais de production design. On avait Lucille qui était UX researcher, Hélène designer et Julien, Bouvet que j'ai présenté plus tôt dans cette conférence. Ce qui est intéressant, c'est que dès 2017, on avait déjà des UX researchers à la SNCF. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on parle d'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ce genre de métier, c'était quand même rare. Enfin, alors je sais pas, peut-être que Pierre et Quentin, qui sont un petit peu plus âgés que moi, ont un avis différent, mais pour moi, en 2017, les UX researchers n'étaient pas vraiment répandus, surtout, dans les grands comptes, quoi. Ouais, tout à fait, hein, nous, c'est ce qu'on a constaté aussi. À la limite, il y avait des ergonomes, qui, s'occupaient de parties effectivement liées plutôt à la research, notamment, toute la partie, testing des interfaces et parfois, de la recherche et cetera. Mais non, des UX researchers, à l'époque, on n'en parlait pas. Déjà UX designer, c'était pas si fréquent. Ouais, c'est vrai. Donc, c'était vraiment, pour moi, c'était un train agile, en avance. Et du coup, moi, j'étais intégré à cette équipe de designers, mais parallèlement à ça, j'étais intégré à une feature teams. C'est-à-dire que tous les matins, j'avais un daily design de 10 minutes avec mes pairs, donc avec mes collègues designers que j'ai présentés auparavant. Mais 10 minutes plus tard, je me rendais au daily de ma feature teams. Et du coup, il y avait Momo qui était dev iOS, Cecilia, ma PO, Ahmed et Alexis qui étaient des devs Android, Ayman, un autre dev iOS. J'avais Abdesamad qui lui était un testeur. Et au-dessus de nous, on avait un PM. Mais ça veut dire, en fait, moi, j'avais un rôle totalement transverse. J'étais, du coup, dans les équipes design, mais rattaché à une feature teams. Et du coup, c'était vraiment l'agilité dans le sens, bah, on avait des cérémonies le matin, comme le daily. Quand j'avais des questions de faisabilité technique, bah, j'étais par jour. Ils vont dire le lundi, mardi, j'étais avec les designers. Le mercredi, jeudi, vendredi, j'étais sur le plateau des devs. C'est-à-dire que en termes d'équilibre, j'étais complètement intégré à la vie de la feature Teams. Et du coup, bah, dès que tu as une question technique, tu poses la question, «Excuse-moi, est-ce que tu as 5 minutes? Est-ce que ça, ce que je suis en train de te poser, c'est viable?» Du coup, tu as un développeur iOS qui va regarder, qui va te dire: attends, je suis en train de réfléchir, je vais regarder le code». Et tu as un dev Android qui, lui, va regarder et comme il y a une expertise Android et iOS, chacun va donner son avis et finalement, c'est une pré-estimation, c'est un pré-grooming et c'est un travail de co-construction. Donc c'est exactement ce schéma-là que j'ai présenté plus haut, donc je vais pas revenir dessus. Mais c'est exactement ce schéma-là. J'étais bien un designer, rattaché à une feature Teams, et tous les matins je communiquais quand même avec d'autres designers parce qu'on avait le même produit et avoir le même produit, c'est-à-dire créer de la cohérence expérientielle. Du coup, on avait des boards communs. Tout à l'heure, on parlait de Trello. Trello, c'est une solution, très populaire, mais dans les grands groupes, comme Orange ou SNCF, on va plutôt utiliser Jira. Et du coup, j'avais dans le Trello des devs, il y avait une partie design et en dessous, il y avait les devs. Comme ça, les designers, bah, ils voyaient mes tickets évoluer, ils avaient une visibilité sur les sujets qui allaient venir et nous, on interagissait, en amont, comme ça évitait le système du cycle, en V où tu arrives, ouais, ta maquette, elle est bien, mais elle est pas faisable techniquement. Là, en fait, bah, moi, j'avais un sprint ou 2 sprints d'avance, sur eux et tous les sujets, en fait, ils étaient co-construits avec eux et validés avec eux et bien entendu avec les autres métiers comme, le juridique ou le business. Là, par exemple, on peut voir c'est moi qui avais créé un ticket et c'était Jérémy Granier, que vous connaissez peut-être, qui avait la responsabilité du ticket. Donc les premiers ateliers de co-conception aussi. Donc c'était encore une fois quelque chose de nouveau, en tout cas pour moi, hein. Également, il y avait aussi cette, notion de la distance parce que la crise sanitaire, c'est là où on a tous vu qu'on pouvait travailler à distance. Mais il faut savoir que depuis, cette époque 2017-2019 à peu près à la SNCF, on avait déjà la possibilité de pouvoir télétravailler. Donc cette notion d'atelier, à distance, moi je l'ai très vite, eue, heu, parce qu'on était amené à faire beaucoup d'ateliers, à distance. On était aussi dans un service, d'État où par moment il y avait quelques grèves, mais pour autant quand il y a la grève, c'est là où les utilisateurs ils vont utiliser le plus les applications SNCF ou les applications dites de mobilité. Donc nous, on charbonnait, de notre côté en tout cas.
On a dû mettre en place aussi, des cérémonies communes. On a parlé du daily, mais il y a aussi tout ce qui est, grooming. Donc, un grooming, pour ceux qui ne savent pas, c'est une cérémonie où un designer, il présente, son parcours et les développeurs, ils disent rien et au bout de par exemple, le PO va faire au bout de 3, vous levez la main et vous estimez, la story. Il y a un développeur qui peut dire: «Oui, c'est 3 points» et l'autre qui va dire: «C'est 12 points» et on se met d'accord pour estimer la story pour, l'ajouter à leur, tâche à faire dans le prochain sprint. Du coup, j'étais complètement intégré à ces cérémonies-là. Aujourd'hui, tu as certains organismes ou organisations où c'est le PO qui fait ça et c'est pas le designer. Parallèlement à ça, on a tous réfléchi à quels outils on allait utiliser. À la base, on était sur Sketch. Heu, En 2017-2018, on était sur Sketch et en 2018, la SNCF a décidé d'aller sur Figma. Donc déjà 2018, la SNCF quand même prend un grand risque d'utiliser un outil qui à l'époque, Figma, c'est un nouveau truc. Est-ce que c'est un peu comme Sketch ou pas? C'est des questions qu'on se posait. Pareil, on a utilisé des outils communs pour, récolter de la data. Donc bien sûr, on a utilisé Content Square, bon c'est un outil, mais c'est que surtout un produit et quels outils on utilisait pour faire nos phases d'idéation? Miro, Klaxoon, Mural, heu, à l'époque, c'était pas des outils, communs pour un designer. Du coup, finalement, on a tous trouvé notre équilibre, que ce soit dans la manière de travailler, mais aussi dans les outils, heu, utilisés. Oui, je me souviens, on a testé plein d'outils et moi, par exemple, avec un dev, pendant, un sprint, on testait un outil et après on faisait notre feedback sur l'outil à l'équipe et on voyait si on utilisait ou pas l'outil. Aujourd'hui, on parle de Protopie, pour ceux qui font du prototypage. Ça, c'est par exemple, je sais qu'il y a des designers qui ont testé Protopie, ils ont fait des sujets, ils ont fait des documents, ils ont présenté Protopie et c'est à suite à peut-être à l'utilisation à cette phase de test qu'ils ont implémenté ce nouvel outil. Mais il y avait bien un designer et un développeur qui a testé l'outil. C'est pas que le designer qui teste un outil de son côté. Et pareil, donc ça, c'est d'autres, aspects que j'ai dû apprendre. C'est moi, faire des keynotes ou des PowerPoint, à la base, en tant que designer, je pensais pas que c'était mon rôle. Et je me suis vite aperçu que finalement, ça faisait partie de mes tâches, au final, de faire des PowerPoint ou surtout des PowerPoint parce que j'étais très Mac, parce que j'étais designer et au final, le client, il a des PC, hein, souvent le client. Donc tu peux pas faire un keynote. Tu fais un PowerPoint parce que tu t'adaptes au contexte, du client et aussi à l'équilibre pour l'équilibre du produit, tu vas pas utiliser, un outil d'interface. Aujourd'hui, factuellement, pourquoi on utilise Figma aussi? Un peu un instant pub, attention, mais c'est Sketch, moi, je peux pas l'envoyer à mon PO. Mon PO, il a pas Sketch. Figma, mon PO, il peut avoir accès, il peut mettre des commentaires, heu, le dev, c'est pareil. Du coup, c'est aussi ces réflexions-là de tout l'outillage à utiliser, ça fait partie de l'équilibre, d'un produit et pareil, j'ai dû créer des tickets Jira. Ça, je plus jeune, en 2011, créer des tickets Jira, je l'aurais pas cru. Et pareil, créer des cartes de Trello, plus jeune, je l'aurais pas cru. Mais vraiment pas du tout. Et ça fait partie de l'équilibre d'un produit. Par exemple, mon PO n'a pas le temps de créer un ticket ou il y a un ticket qui le concerne pas, moi je vais le créer. Et alors finalement pour moi, la SNCF, on peut dire, tout ce qu'on veut des produits SNCF. Ils sont quand même beaucoup précurseurs au niveau des métiers du digital et notamment avec la partie e-voyageurs. C'est, qui maintenant qui s'appelle SNCF Connect, et Tech maintenant. Ça a changé de nom depuis, la refonte et cette culture agile et de la culture de l'équilibre du produit est vraiment dans l'ADN de SNCF Connect et même dans les recrutements qu'ils font, ils font très attention à, cette phase de co-construction et cette phase d'équilibre du produit. Pour eux, c'est hyper important. Donc il y a une erreur, c'est bien en 2017 et pas en 2014. Alors maintenant, on va venir à un sujet qui est SNCF Connect. Hem Et tout à l'heure, on m'a posé la question, sur, Twitch. Est-ce que j'avais l'exemple d'un produit, qui testait, les nouvelles organisations? Alors oui, j'ai l'exemple et on va parler de SNCF, Connect.
Mais attention, on ne va pas parler du produit en tant que tel SNCF Connect, mais on va bien parler de l'organisation de ce produit-là. Et tout ce que je vais dire là, sur ce sujet-là, SNCF Connect ne concerne, que moi et n'engagera que moi. Ce ne sont que mes propos. Tout à l'heure, pour rappel, on a parlé d'un nouveau modèle, de design, transverse où, finalement, on a un studio, design, où on a des UX writers, des product designers, des UX voice, des lead design system et on a des demandes émanant des feature teams. On a des tickets, du coup, écrits par des PO et bah, tous les matins, on va avoir des designers, on va faire des cérémonies. Donc cette cérémonie, c'est le daily et on va avoir un lead UX ou design qui va lire tous les tickets et qui va dire: «Bon, bah, qui fait quoi?» Et finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend un exemple concret, moi, en tant que designer, j'étais référent d'un sujet, mobilité, mais ça voulait pas dire avec cette nouvelle organisation que j'allais faire que des tickets autour des nouvelles mobilités. Par exemple, Clémence, Chaboulet, vous l'avez peut-être déjà croisée, elle était experte dans tout le parcours, du panier et elle avait envie de travailler sur un parcours de nouvelles mobilités et ben, elle pouvait prendre les tickets nouvelles mobilités comme moi je pouvais prendre des tickets, de sa référence d'expertise qui était le panier. Parce que c'était parce qu'en fait, le modèle où tu es intégré à l'intérieur d'une feature Teams, fait que, bah, tu fais que ça. Au final, quand tu fais que des parcours spécifiques, c'est pas c'est pas tellement bon pour toi en tant que designer déjà et aussi, c'est très important de savoir, tout ce qui se passe à l'intérieur, de l'application pour créer des cohérences expérientielles au niveau des parcours. Donc finalement, ça, Et c'est ce là, qu'on du coup, appelle là, ouais? alors Sylvie, juste une question par rapport à Clémence, du coup, elle a du coup la responsabilité de te faire des retours, enfin de te faire, de te tenir au courant de ce qu'elle a modifié ou de ce qu'elle propose? Comment Ouais, ça se passe? exactement. C'est, Clémence, en gros, si elle a une question, un historique, elle sait que c'est moi le référent du sujet, parce qu'on communique. Par exemple, si elle me dit: «Ouais Stevie, ils sont où les fichiers?» bah, moi je vais les trouver, où sont les fichiers. Je peux faire tu vois, une petite réunion avec elle de 10-15 minutes pour lui expliquer, le contexte de comment est arrivée la demande, si j'en ai la connaissance. On va pas forcément, je vais pas être dans un rôle de valideur, c'est juste je vais lui donner, transmettre, toutes les billes et après c'est ensemble plutôt qu'on va se dire qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on fait pas. Donc c'est vraiment du pairing, en fait. Je sais pas si ça répond à ta question? Ouais, complètement, complètement et du coup, c'est pour éviter, j'imagine, effectivement que, bah, qu'il y ait des incohérences qui soient produites, C'est malgré le fait ça. que j'imagine elles doivent suivre le design system. Tu restes quand même le référent notamment sur ces notions-là de documentation et cetera, d'historique. C'est ça. Par exemple, on prend un exemple tout bête, moi je fais le parcours, jusqu'à la sélection d'un VTC. OK, je fais recherche, Paris, Nation, Châtelet, je vais y aller en VTC. Boum, il y a le bouton valider. Bah, à partir du moment où on part sur le bouton valider, en fait, on arrive dans l'expertise de Clémence qui est le panier et du coup, elle a tout le avant, en fait, ça voudrait dire que moi j'aurais dû construire le parcours, m'arrêter là et que Clémence aurait dû continuer le parcours. Ça, c'était complètement incohérent. Bon, c'est pas quelque chose qu'on faisait, naturellement, on faisait tout le parcours, mais c'était pas écrit. Du coup, maintenant, bah, elle, elle a repris elle avait la liberté de faire tout le parcours en entier et de faire, bah, tout le parcours de mobilité en s'appuyant sur moi, si elle en avait, besoin. Et ce qui était, vraiment, hyper cool, bah, c'est que, en fait, on fait du pairing et faire du pairing, c'est un échange de connaissances, en fait. C'est, par exemple, tout à l'heure, Julien Bouvet, ouais, il disait, qu'il cherche pas un mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, pour moi, un product designer, attention, il a forcément des appétences UX ou UI et ça permettait finalement à des profils, UX de travailler leur partie UI en s'appuyant sur l'expertise d'un autre. En fait, on se challengeait et on s'aidait mutuellement à grandir ensemble et également, il y a un sujet qui est les ressources sur un sujet, on arrive et on part, hein.
nous, aujourd'hui, on est des prestataires de services. En tout cas, quand tu es indépendant, tu as un prestataire de service. Ce qui fait que, ben, tu es missionné sur un temps donné et une fois, j'ai un client qui a fait l'erreur, bah, de me laisser partir et mon remplaçant, il est arrivé après. Du coup, j'ai pas pu échanger avec lui et la connaissance, elle était où? Elle était là et lui, le nouveau, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de me joindre, mais moi, j'étais sur un nouveau client, puis j'étais plus payé pour, aider mon client parce que c'est quand même, partager ses connaissances, ça demande beaucoup de temps et finalement, en fait, ce fonctionnement-là, ça fait qu'on déjà, on apprend ensemble, et on partage nos connaissances, ensemble et du coup, on vient à un sujet qui est les soft skills et les hard skills. Quand on est designer, on est très, très, très fier. Ça, c'est indéniable et du coup, parler à un designer, c'est pas simple. Tu peux pas dire: «J'aime pas tes maquettes», déjà ça se dit pas: «J'aime pas tes maquettes», mais tu peux arriver, dans des produits où tu as des caractères, différents et du coup, tous les soft skills prennent énormément de sens et surtout avec les designers, à mon sens et je pense que je serais pas le seul à le dire. Mais on a beau être designer, on n'est pas forcément empathique. Ça, c'est clair. Il y a plein d'exemples qui le prouvent avec autour de Bad Buzz. Et également, ça permet d'améliorer tes hard skills. Peut-être que Clémence était plus forte que moi sur Figma et bah, à repasser sur mes Figma, elle disait: «Hey Stevie, là attention, tu as fait une erreur, tu l'auto layout, il était mal mis ou tu t'es trompé de composant de design system» et tout ça, en fait, ça faisait que ça créait une émulation, collective. En tout cas, voilà, je ne sais pas vous, mais je peux vous dire qu'un designer, c'est très fier et toutes ces compétences autour des soft skills, je vous encourage vraiment à les travailler. Parce que ça fait partie vraiment, de l'équilibre d'un projet. Donc voici, par exemple, l'exemple typique. Moi, j'étais designer nouvelle mobilité, je travaillais avec un UX writer, il y avait quand même un UX researcher. On avait des nouveaux métiers chez SNCF Connect, ils ont 2 lead design system. Ils ont 2 personnes à plein temps qui s'occupent, du design, system. Ils ont des designers spécifiques au chatbot, mais en fait, tous ces designers-là, ils sont libres de travailler sur tous les sujets et de travailler avec tous les PO et avec tous les développeurs. C'est juste qu'ils savent qu'en cas de question, il y a un expert du sujet à contacter. Pareil, un exemple très concret, on va parler du design system. Chez SNCF Connect, ils ont mis en place des rôles et responsabilités. Par exemple, nous, côté design, on a un lead design system, et ça revient à ce que Pierre disait tout à l'heure, dans le sens où côté métier dev, il y a aussi un lead dev référent design system. Et eux, ils travaillent tout le temps main dans la main ensemble. C'est par exemple, moi je vais faire une demande de création de composants, à Aurélie, moi en tant que designer. Aurélie va me dire oui ou non. Elle va valider ou pas la demande et après, parallèlement à ça, elle va voir avec, le lead, design system côté dev, comment faire, comment le construire. Et ça finalement, c'est de la co-construction au service du produit et c'est du pairing en fait. Et eux, ils travaillent tout le temps, main dans la main ensemble, ils font des reviews de components, donc de composants. Alors tu as la maîtrise, quand même du composant que tu veux créer ou tu leur refiles, complètement Non, le alors, sujet et après ils reviennent vers toi avec des propositions? c'est ça, ça va dépendre. Toi, tu fais une proposition de nouveaux composants. Moi, Stevie, je vais faire une proposition d'un nouveau composant à Aurélie. Aurélie, déjà, va analyser ma demande. Je dois créer un ticket, moi, en tant que designer, à Aurélie, parce qu'Aurélie a son propre backlog. On est 20 designers. Si les 20 designers lui parlent en direct, c'est pas bon dans le process. Donc, on crée un ticket. Aurélie, elle va regarder notre composant et c'est elle qui va regarder est-ce que notre composant est réutilisable sur un autre endroit du parcours. Si oui, donc déjà, ça veut dire que ce composant, on peut l'intégrer au design system parce qu'on va le réutiliser. Sinon, alors non, ça sera qu'un spécifique. Elle va regarder également avec moi s'il n'y a pas un composant déjà dans le design system qui ressemble à ma demande. Donc on va faire un pré-travail d'analyse de ma demande et une fois que mon analyse sera claire et précise, elle va commencer à travailler le composant avec le lead dev. Et le lead dev, lui, il va regarder, plutôt, côté technique, comment ça peut fonctionner et comment il va créer le composant en web et en applicatif. Mais tout ça, moi, en tant que designer, je ne le vois pas parce que c'est plutôt Aurélie et
et Fred, dans le schéma là, qui vont faire ça ensemble. Même si je sais le faire en tant que designer, c'est pas mon rôle dans l'organisation du produit. Aurélie, peut-être, elle va moins faire de parcours, mais elle va faire que du design system. Parce que aujourd'hui, c'est vraiment un métier à proprement parler, comme disait Pierre, tout à l'heure, quoi. OK, ça marche. Pardon, j'ai une petite question par rapport à ça. Tu parlais tout à l'heure des daily, là tu parles du coup aussi du design system. Est-ce que justement entre les designers donc tels que les UX, les UI et cetera et vraiment l'équipe, design system, il y a un daily même mensuel ou trimestriel, enfin un rituel plutôt, pour justement mettre en lien ces connaissances et un peu, couper cette opacité sur, les nouveautés, ce qui va être mis à jour ou autre? Oui, c'est tous les mercredis. Enfin, à l'époque où j'y étais, j'y parle comme si j'étais encore là-bas, mais ça fait longtemps que je suis plus là-bas. Oui, donc c'était tous les mercredis. On avait, bah, Aurélie, et Grégory qui, passaient en review, tous les nouveaux composants du design system et surtout qui les présentaient dans le contexte d'utilisation. Et du coup, tous les mercredis, on avait, bah, des démos et les règles d'utilisation, des composants et également où les trouver dans Figma. Et ça permettait d'avoir une visibilité sur, bah, les nouveautés. Au début, c'était une review qui était ouverte qu'aux designers d'ailleurs et en fait, les PO, ils ont dit: «Ouais, mais nous, on aimerait bien la voir, enfin avoir accès à cette réunion» et aujourd'hui, bah, les métiers ont accès à cette réunion. Mais pour autant, il y a quand même des règles spécifiques où, bah, c'est le point, avant tout, des designers. Donc on va éviter de parler d'enjeux, purement fonctionnels, alors qu'on est, juste, entre guillemets, là pour, présenter des composants à des designers de base. Donc après, c'est poser le cadre en réunion, quoi. Un peu OK, comme quand vous posez le cadre en top, atelier. merci. Ça c'est fait et voilà. Au niveau de mon avis, je vais pas noter parce que je suis complètement biaisé et ça, faut l'admettre, hein. 3 ans de produit, beaucoup m'ont connu, ici présent en parlant de ce produit-là. Je vais pas noter, ce système-là, mais en tout cas, moi, je tire mon chapeau à toutes ces grandes boîtes qui essayent, d'innover et qui prennent, des risques en testant des nouvelles organisations de produits. Bah, parce qu'il faut bien que quelqu'un se lance et qu'il teste et voilà, juste grand respect à eux. Il y a du bon, il y a du moins bon dans cette nouvelle, façon de travailler. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même, bien d'avoir des entreprises, françaises, parce que souvent on prend des exemples, internationaux. Là, c'est quand même une entreprise française qui prend des risques, à tort ou à raison et voilà, grand respect à eux, et il y a également, si vous faites partie de la communauté, Figma France, sur LinkedIn. Il y a eu récemment, une conférence comme on est en train de faire, sur beaucoup plus spécifique sur, SNCF, Connect, et leur, méthodologie de travail. Je crois qu'elle dure, 1 heure. Depuis 2022, je suis chez, Orange, hein, pas depuis le 1er janvier 2022, un petit peu avant quand même. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que je pense que ce livre va vous parler, que je l'ai là aussi, hein, il est à côté. Je sais pas si ce livre vous parle, vous en avez entendu parler sur, LinkedIn? On m'a perdu? Non, non, de mon OK, côté, on l'a chez nous aussi. OK. Donc ce livre en fait, pourquoi je présente? Je dis tout simplement parce que dans nos métiers, on doit toujours, se remettre en question et chez Orange, dans le périmètre, sur lequel je travaille avec des personnes qui n'ont jamais travaillé avec des développeurs, avec des designers, pardon. Donc c'est des développeurs qui sont sur le produit Orange depuis, un certain nombre d'années, qui n'ont jamais travaillé avec, bah, nous, designers. Du coup, j'ai tout un travail de méthodologie et d'évangélisation, à mettre, en place et avec mon PO, bah, on a vu, la méthode Discovery Discipline, de Rémi Guyot et Tristan Chavilla qui a fait beaucoup parler, sur LinkedIn et nous, par moment, par phase.
on s'est reconnu dans certaines problématiques de Blablacar et on s'est dit: «Bah, pourquoi pas tester cette méthodologie-là?» Donc, la première des choses, c'est de prendre connaissance, bah, du livre, d'échanger avec mon PO sur, finalement, de ce que je pense de ce qu'ils disent. Après, on a présenté la méthodo, avec, bah, le produit et on s'est dit qu'on allait la tester, mais par contre, il faut la réapproprier, au contexte, dans lequel on est chez Orange. On n'a pas le même contexte que Blablacar, chez Orange, quoi. Ça paraît normal, mais voilà, quand on achète ce genre de bouquin, il faut pas essayer de refaire la méthodologie telle quelle, parce qu'il faut l'adapter à son contexte. Hem, donc du coup, bah, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans l'équilibre, encore une fois du produit, j'ai dû apprendre le produit, j'ai dû discuter, trouver un terrain d'entente sur une méthodologie, et mettre en place, du coup des ateliers, par exemple dans le Discovery, recommandé, avec mon PO, qu'on a animé avec, Adèle Lafont, et mon PO, de base, avec cette base de Discovery Discipline. Donc tout ça pour dire que, bah, un designer, il doit se réapprendre son métier à chaque nouvelle, mission et s'adapter au contexte pour trouver un équilibre, un équilibre dans son équipe avec son PO, mais également, avec, d'autres acteurs comme les devs, le juridique et le marketing. Et je vais pas me permettre de noter, une organisation pour lequel, je travaille, actuellement. Juste pour info, je vous invite à aller découvrir le podcast qui s'appelle Product Squad, où ils ont fait, je crois que c'était il y a un mois à peu près, une interview avec Tristan et Rémi pour un peu présenter leur cadre de réflexion, comment ils en étaient arrivés là, et c'est intéressant. Je pense que c'est très complémentaire ou vraiment en introduction au livre. Si vous l'avez jamais lu, ça va durer une demi-heure à peu près. Au moins, vous allez comprendre un peu bah, qui sont les bonhommes et à quel point ils sont déjà un peu fous dans leur tête et comment ils sont arrivés jusqu'à poser ça sur un livre qui parle bah, énormément. Et en tout cas, je te rejoins énormément sur les conseils de mise en place, Stevie, que tu as dit avec votre votre product owner, parce que c'est bien beau d'avoir en étendard un livre comme ça, mais si derrière on est seul à essayer de l'implémenter, c'est un peu compliqué. Donc même pour votre PO, si vous le faites découvrir Product Squad, je pense qu'il sera très content de découvrir ce type de podcast. Exactement. Et d'ailleurs, en termes de documentation, il y a une entreprise, qui s'appelle Tiga. Ils font pas mal, de livres, notamment sur le product design, sur la discovery discipline. Bah, c'est écrit là, en bas là, Tiga. Leur contenu est assez intéressant, et abordable, gratuitement sur leur site. Vous pouvez télécharger, gratuitement, bah, du coup les versions PDF. Moi je vous invite à le faire. C'est toujours intéressant d'avoir de la lecture additionnelle. Et finalement, on arrive pratiquement à la fin de cette conférence, et dans l'avenir, pour moi, dans l'avenir, il faut prendre, tout de suite, en considération les soft skills. C'est vrai que c'est un sujet chez Pierre et Quentin, je le sais, mais c'est la vérité en vrai. C'est quelque chose qui m'a marqué, dans l'évolution de ma carrière. Je suis plus le même designer que j'étais, quand j'ai commencé. J'ai dû, apprendre à communiquer. Communiquer, ça c'est pas que par des mots, c'est aussi de par sa posture. J'ai dû me faire violence par moments. Faire des présentations, sortir de mon confort et du coup, j'ai dû, adopter des postures. Vous avez, Alex, à l'école qui vous donne des super, qui font des super interventions, et ça, on parle là, je parle de posture, donc je parle d'Alex, mais les soft skills, c'est vraiment hyper important pour un bon équilibre dans une équipe. Factuellement, tu peux pas dire à un dev, que ce qu'il fait, c'est nul. Moi, tu peux pas me dire, ta maquette, c'est en restant cardinalement qu'elle est pas bien. Il y a tout un tas de soft skills à apprendre et ça vient avec les années et avec aussi votre maturité qui va se développer. Et moi, par exemple, là, je sais que j'ai une future formation, à venir sur, ma manière de communiquer parce que parfois, je dis des choses, mais mon corps dit autre chose et ça, c'est quelque chose, autour des soft skills et aussi de la posture et je le travaille et voilà. Ayez cette réflexion-là sur vos soft skills d'aujourd'hui et comment les améliorer, demain. Et le pairing, alors le pairing, c'est hyper important. On va prendre, l'exemple de moi, mon PO. Mon PO, c'est limite, tu vois, c'est mon couple au travail. Mon PO, il est tout le temps là avec moi.
tout le temps, en fait, j'échange avec lui sur tous les sujets. Un mail, on va le signer Stevie et Anton. C'est pas que Stevie, hein, c'est Stevie et Anton qui vont écrire un mail, rédiger un mail, réfléchir à des parcours ensemble. On a des objectifs communs et une roadmap commune. On travaille vraiment main dans la main ensemble et c'est pour ça qu'on a une seule et même voix commune et ce travail, là, du coup, bah, c'est aussi des soft skills et quand je parle des soft skills, je vais parler juste, en tant que designer. Par exemple, je disais tout à l'heure, mais, un designer, aujourd'hui, il communique beaucoup. C'est-à-dire, présentation devant le CODIR. Le CODIR, c'est le comité de direction. PI, PI, c'est, comment dire? Un PI, comment on dit ça en français? C'est une grosse réunion, agile en safe, où, bah, à tour de rôle, tu as des experts qui parlent d'un sujet et après ça permet de prendre, des décisions, pour l'incrément à venir, pour les 6 mois à venir et du coup, pendant cette réunion où tu as 200-300 personnes, qui prend la parole? Le designer. Donc il faut être à l'aise, parler devant 300 personnes. La première fois que je l'ai fait, je peux vous garantir que j'ai bien transpiré. Donc je communique beaucoup. Je dois faire preuve de discernement, être en capacité d'adaptation. Je dois être agile. Je dois savoir comprendre les enjeux de chaque équipe, des métiers différents et comprendre leur, discours et moi adapter mon discours à leur maîtrise, du sujet, design pour leur sujet à eux. Et du coup, c'est beaucoup de soft skills et c'est des choses que j'ai dû, travailler et que je travaille, encore. Et un sujet hyper important, c'est les devs. Pour moi, ça, c'est un couple à renforcer. En fonction des maturités de vos produits, vous êtes plus ou moins éloigné des développeurs. Mais moi, je vous invite dès maintenant à essayer de vous rapprocher de vos développeurs, parce que finalement, normalement, on doit travailler main dans la main avec eux. Eux, en fait, ils vont développer vos parcours et aujourd'hui, dans ma carrière, ce qui m'a le plus choqué, c'est cette distance qu'il y a par moment entre les devs et les designers et qu'il faut tout de suite effacer dans le bien du produit, et aussi dans l'équilibre du produit. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup appris de mes devs, à l'époque, iOS et Android. Ce qui fait aujourd'hui, c'est que je me vends comme, designer spécialisé dans les applications mobiles parce que ce travail de pairing avec les devs, il m'a complètement, changé. Notamment, il a changé ma manière de travailler. Je sais ce qui est viable, je sais ce qui n'est pas viable. Quand j'arrive en réunion, je dis: «Donc ça, je vous ai fait une version, viable. Maintenant, voici la vision que j'ai. Ça demande un peu plus de travail, un peu plus de budget, mais moi j'y crois. Qu'est-ce qu'on fait?» Et je peux venir, avec l'appui d'un développeur qui va dire: «Bah oui, effectivement, c'est plus de travail, c'est peut-être 3 sprints, mais la finalité, elle est meilleure en termes d'expérience». Du coup, ça revient à dire ce que je parlais tout à l'heure, du pairing. Ce serait hyper intéressant d'ailleurs de faire un projet, entre, designer et dev peut-être. Je sais que ça se fait dans certaines écoles, donc ça pourrait être intéressant et posez-vous la question et moi je pense que ma conférence s'arrêtera sur, cette question. Est-ce que vous souhaitez être un designer actif ou passif dans la vie de votre produit? Hem, parce que vous pouvez avoir le choix en tant que designer de faire que de la maquette, dans le sens où vous allez être, faire que de la maquette et peut-être être éloigné volontairement, de l'équilibre du produit et ça, c'est volontaire. C'est parce que vous aimez et ça correspond à votre vision du métier ou, est-ce que vous voulez être plus dans la participation, dans la culture du produit? Ça, c'est vraiment quelque chose à se poser, comme question parce que ça va vous demander des compétences, différentes et des soft skills, différentes et avant tout moi, mon travail, c'est une passion et un plaisir et c'est important de prendre du plaisir et de travailler, tous les jours, se lever avec la patate, avec le sourire et que ça soit pas une contrainte. Donc posez-vous vraiment la question de quel type de designer vous voulez être dans votre futur, carrière et en tout cas, comptez sur moi si jamais vous avez des questions, hein, des questions, de besoin de conseils, je serai là et en parlant de des questions, bah, je voulais simplement vous poser la question, est-ce que vous avez des questions? Alors j'en ai peut-être une que, à l'instant où tu viens de me mettre à la tête. C'est que,
Quand on parle de designer actif ou passif, tout à l'heure, tu avais pris le cas où tu avais proposé des choses de toi-même parce que, ta vision était un petit peu différente de celle du client. La question que se pose derrière, c'est, est-ce qu'on est vraiment légitime à faire ce genre de choses? Et est-ce qu'on doit passer notre, aversion à proposer quelque chose alors qu'on ne se sent pas légitime à le faire? La question, c'est pourquoi tu te sens pas légitime? Bonne question. Parce que peut-être junior, parce que tout simplement on a l'impression de ne pas être écouté et puis, pas forcément entendu? Je pense que moi, je crois pas en junior et senior. Je pense surtout que dans les entreprises, il y a que les faits qui comptent. Et moi, en OK. fait, j'avais fait des points, avec, ce commanditaire-là, il m'écoutait pas. Ça crée de la frustration et je me suis dit: «Bah, au pire, j'apprends», parce que le guerrilla testing, j'avais jamais fait. Au pire, j'apprends, je me suis planté, mais au moins je l'aurais fait et j'aurais appris à faire une guerrilla testing et au mieux, bah, j'arrive avec des vrais éléments et j'y suis allé et du coup, je me suis dit: «Bah, j'ai rien à perdre, j'ai tout à apprendre» et j'y suis allé et ça a fonctionné et je pense vraiment que dans les années à venir, il y a d'ailleurs un article qui est sorti là-dessus de Figma, la place du design va être de plus en plus importante, dans les produits, digitaux et du coup, de surcroît, la place, des designers. Donc moi, je t'encouragerais à ne pas hésiter, à tester, toi-même, à revenir avec des chiffres parce que souvent, c'est les chiffres qui parlent aux clients. C'est revenir avec du concret et surtout revenir avec un document concret. C'est pas dire, au coin d'une table, j'appelle ça du design de bar, je te montre un truc que j'ai fait sur le coin d'une table. Non, tu arrives avec un PowerPoint, la méthodologie expliquée, tout qui est carré. Tu fais ça pendant 10 minutes, 20 minutes, dans une instance et là, tu vois les réactions et en fonction, tu avises mais te connaissant toi, en tout cas, je suis sûr que tu y arriveras. Merci beaucoup Stevie pour cette belle, conférence. On continue les questions, hein, et d'ailleurs j'en ai une à te poser. Hem, Dis-moi, d'après toi et d'après tes expériences, tu as pas mal évoqué le fait, que finalement, ce qui fait aussi un bon designer, c'est sa capacité à s'organiser et en tout cas peut-être la différence entre un très bon et un bon designer, c'est ça? Parce qu'il y a aussi, du coup derrière, bah, une réutilisation possible de ces fichiers, une compréhension possible de ces fichiers, même s'il est pas en train de l'expliquer et cetera. Parce qu'il y a cette rigueur-là que tout le monde n'a pas. Et du coup, ma question, c'est, sur quels éléments en particulier, si tu devais en choisir que quelques-uns, il s'agit de développer, sa capacité à être, à être bien organisé quand on est un designer? Alors, le nommage des fichiers est très important dans une grande entité. Ça, c'est hyper important, Ouais, surtout à c'est l'heure juste d'aujourd'hui. le nom du fichier dans le dossier, quoi, hein, c'est juste Ouais, enfin, voilà, la ouais, nomenclature, nomenclature, ouais. et aussi, à l'intérieur du fichier, Figma, heu, enfin, pardon, je parle de Figma automatique, mais il y a d'autres, c'est l'interface. Mais par exemple, les plans de travail, il faut qu'ils soient tous, nommés, et normés, d'une même manière. Les parcours, c'est pareil. Il faut que tout soit, construit, au niveau de la nomenclature et également ne pas hésiter à aller avec des développeurs. Eux ont plus l'habitude que nous de nommer, bah, de faire du travail de nomenclature. Mais, ouais, ça c'est hyper, hyper, important, pour retrouver des fichiers, pour, transmettre, des fichiers ou pour, comprendre à distance, c'est ça, ouais. Maintenant, il y a beaucoup de digital nomades, de télétravail. Il y a des gens, par exemple, qui travaillent aux États-Unis, d'autres en France, d'autres en Suisse. On a des décalages horaires. Donc le fichier, il faut qu'il soit, vraiment facile de compréhension et c'est pareil pour, tout ce qui est recherche utilisateur. Nous, on a mis une nomenclature, en place, des fichiers, en place, des templates en place, heu, pour, bah, si demain je dois faire un focus group, je sais comment faire, je sais quelle nomenclature utiliser. Si je dois faire une interview, je sais comment faire. Un AB testing, pareil, je connais, j'ai des ressources à disposition. Donc finalement, ça revient un peu à industrialiser le processus du design, mais ça, c'est pour les grands comptes, hein. J'entends que les petits comptes, on n'a peut-être pas besoin de ce travail-là, mais vu que vous avez vu mon expérience, moi, je suis passé que par des grands comptes et où il y a beaucoup de designers qui sont passés, et à chaque fois, j'avais ce truc de comprendre le fichier. Tu comprends pas comment il est nommé, tu comprends pas comment il a été fait et tu perds potentiellement beaucoup de temps, là-dessus.
Donc pour moi, Avoir c'est un avoir le ré très important. si, vas-y, pardon. Non, vas-y, c'est fini. OK, ça marche. Avoir le réflexe de bien nommer effectivement le fichier, de bien organiser son fichier Figma, en tout cas d'y mettre, quelque chose de cohérent du style, le plus vieux à gauche et le plus récent à droite, des trucs un petit peu, bêtes comme ça, Hem, Mmh. des, des modèles conceptuels un petit peu, bêtes et méchants comme ça permet vraiment de faciliter la lecture. Des autres, pareil pour les board Miro. Quand on crée un board Miro, on essaie de faire en sorte qu'il défile toujours, de gauche à droite, avec, du coup, s'il y a une partie archive, on va plutôt la mettre, en bas à gauche qu'ailleurs et cetera. Essayer d'utiliser comme ça des patterns. C'est vraiment quelque chose, plus on le fait tôt, dans sa carrière finalement, plus on prend l'habitude de le faire et finalement plus c'est facile, par ailleurs après et nous qui bossons pas mal avec des startups, on voit aussi à quel point c'est important de faire ce travail-là, même dans des petites équipes, même quand on est seul, parce que demain, enfin, c'est penser son travail et ses livrables comme quelque chose de durable, finalement. Si on pense son livrable comme quelque chose qui doit être présenté une fois, puis jeté à la poubelle, quelque chose de jetable, heu, c'est une possibilité, c'est souvent fait, mais c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est d'imaginer que ce travail qu'on a fait, que ce soit un travail de recherche ou un travail de design sur Figma ou quoi, il puisse être réutilisé demain par un prestataire, par un autre collaborateur, par quelqu'un d'autre, ou en tout cas compris par d'autres acteurs. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Mmh. Il y a d'autres Ah, questions voilà, par sur, rapport à ce que le tu j'allais dire le Teams, mais pas du tout, c'est il y Pierre, avait tu as une il y question, ouais. était ouais, tu avais parlé un peu de ton expérience en 2017 par rapport à l'arrivée des différents outils, pas forcément assez mature. C'était quelque chose, on était là entre du Miro, du Mural, Mmh. du Klaxoon, je pense à l'époque aussi. Ah oui, ouais, Et c'est vrai. on voit qu'on est encore loin de ce qui est soi-disant un peu gravé dans le marbre aujourd'hui, où on utilise des outils de manière assez forte. En tout cas, je trouve ça extrêmement pertinent de dire qu'il faut s'adapter à la manière dont le projet bosse. Si vous êtes sur un full Figma, on va peut-être pas aller s'embêter à aller faire du Miro alors qu'il y a FigJam qui marche et globalement on est à peu près sur le même usage. Et à côté de ça, je voulais avoir ton regard par rapport, au-delà des nouveaux outils, c'est aussi des nouvelles méthodes de travail. On essaye de faire monter un peu en compétence, nos étudiants sur, ce qu'est le no-code. On voit qu'il y a certains projets qui visent totalement en no-code, mais à côté de ça, il y a beaucoup de manières d'hacker un petit peu nos processus, alors que ce soit du no-code ou que ce soit de l'automatisation. Comment tu vois toi cette, c'est une nouvelle ère, j'ai l'impression un petit peu de notre métier, des projets sur lesquels on va travailler et comment en tant que product designer, on doit continuer à rester un petit peu soit au goût du jour ou alors de changer nos pratiques. Voilà, comment tu vois cette Bah, arrivée? c'est sûr que le no-code, moi, ça me fait beaucoup penser au WordPress, plus jeune, où, les premiers clients, tu téléchargeais un template WordPress et tu modifiais et tout était, kit en main. Ça me fait penser à ces pubs à l'époque, qu'on voit des fois à la télé ou, un site internet en claquant mon doigt. Je sais pas, vous voyez ces pubs-là, mais je m'apprête à en fait, à connaître ces outils-là. Enfin, quand on parle de no-code, de quel no-code on pense, mais je pense qu'il va falloir, apprendre à connaître ces outils-là pour proposer des choses, cohérentes, aux clients, tout en gardant, un peu en prenant du recul, en disant: «Voilà, c'est du no-code. Attention, on pourra pas faire tout ce qu'on veut parce que c'est du no-code». C'est, hyper intéressant, à avoir, en tête. Mais sur certains aspects, j'ai la crainte que ça réduise les champs du possible, en termes d'expérience et de création pour nous designers. Donc voilà, le no-code, je suis quand même assez sceptique, pour être transparent. Je demande, à voir comment ça évolue et surtout, j'ai besoin d'avoir plusieurs projets avec plusieurs outils, différents pour vraiment me prononcer. Là, j'en ai testé, que très peu et j'aurais mieux aimé aller plus loin, mais on pouvait pas parce que c'était du no code, donc j'étais un peu frustré. Donc j'ai hâte de tester plus, en fait. Mmh. Ouais, de toute façon, ça dépend des outils et de leur maturité et c'est vrai qu'il y a des outils qui sont très autonomes et voilà, qui utilisent des standards et un code très précis. Après, on a par exemple Bubble qui crée une interaction avec Figma et donc là, on peut commencer en tant que designer à se faire plaisir. Mais c'est vrai que
C'est vrai que bon, ça reste toujours naissant. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel juste garder bien en tête que rien n'est gravé dans le marbre en termes d'usage. Et on le voit bien, hein, il y a 5 ans de ça, Stevie, tu en train de nous dire, bah, tous les outils qu'on avait en face des yeux, on était en train de les tester, voir leur intérêt, leur pertinence. Et donc c'est faut comprendre que c'est un peu difficile pour des UX designers qui sont seuls dans leur boîte de se dire: «OK, comment on grave une méthode à l'intérieur de notre entreprise?» sachant qu'il y a des boîtes, comme tu nous présentais, que ce soit la SNCF ou enfin, on va dans d'autres boîtes qui ont mis, des dizaines d'années, enfin, des fois des dizaines d'années à avoir un process qui actuellement tourne bien, mais avant ça, il y avait rien, quoi. Il y avait rien qui tournait réellement et vous partez de zéro donc c'est en tant que product designer, il faut que vous soyez vraiment, sur une vue très long-termiste, je pense, pour se dire qu'on va mettre en place ces méthodes. Yes.